radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Encore une fois, l'actualité du week-end a été très généreuse. Et je vous dirais qu'on a fait, on a réussi, Jerry et moi, Mr. White, à jaser pas mal sur le Prime pour commencer puis réchauffer un peu les pirates. Mais là, on joint à nous toute la gang. Les gens du Prime sont là aussi, mais on joint toute la gang du live qui vient de se joindre à nous autres. Donc, on souhaite un bon début de semaine. Puis dans les choses qu'on a mitraillées aujourd'hui dans le Prime, Jerry, on a parlé entre autres des funérailles de M. Mulroney ce week-end. Puis toujours drôle de voir que finalement, les personnes, quand ils décèdent, deviennent tout bonnement... ça me fait penser un peu... Et je dis ça. C'est pas nécessairement quand ils décèdent. C'est... il y a des choses qu'ils ont fait peut-être avant de mourir, des choses qu'ils ont dit. Ça me rappelle un peu ce qu'on a fait avec George W. Bush. Tu sais, George W. Bush... c'était un moron, c'était un dangereux, c'était un monstre, il y avait tous les défauts de la Terre. Et quand Donald Trump est venu au pouvoir, puis que George W. Bush a pris des photos avec Obama, puis avec Clinton, puis là, ils ont posé des questions sur Trump, puis il n'était pas très Trump. Là, du jour au lendemain, George W. Bush est passé de trou de cul à un gars extraordinaire. Tu sais, George W. Bush est un gars vraiment spécial, on l'aime, puis quand même, hein, ça vous montre sa présidence n'a pas été facile là, avec les attaques. Ça n'a pas été facile. Non, c'était l'enfer. Ah non, ils l'ont attaqué. Ouais, pendant 2001, ils l'ont laissé tranquille pendant peut-être 8-9 mois parce qu'il était vraiment un bon leader à ce moment-là. Mais pour le reste, je peux dire, là, essayer de retrouver les couvertures qu'il y avait sur George W. Bush, et c'est vraiment dégueulasse de voir comment ces gens-là sont capables de changer. Puis, comme quoi, on s'en rappelle pas. Ils pensent qu'on oublie. On n'oublie pas, surtout aujourd'hui avec le cloud et tout ce qu'on peut trouver. Pour Mulroney, c'est un peu la même chose, parce que pendant un bout, pour les Québécois, Brian Mulroney, c'est un chien sale. Là. C'est un gars qui s'est enrichi avec Airbus, etc., etc. Tant mieux, regarde, si tout ça a été oublié. Moi, j'ai bien aimé M. Mulroney comme premier ministre. On était plus jeunes à ce moment-là. Puis il faut dire que la vie était plus belle. Quand on est jeune, la vie est toujours plus belle. Puis Mulroney, moi j'ai toujours eu un bon, toujours eu une bonne admiration pour le monsieur. Puis là, en fin de semaine, c'était unanime et incluant. Puis je sais que le Parti conservateur, progressiste, ce n'est pas un parti conservateur traditionnel. C'est un parti qui est plus centre-droit au niveau économique, mais qui, au niveau des patentes là, sociales, est beaucoup plus progressiste. Je comprends ça, mais, tu sais, je veux dire, quand Brian Mulroney était le chef du Parti conservateur, de mon souvenir que j'ai, là, c'est que la presse ne prenait jamais pour les conservateurs. Même qu'ils soient progressistes ou non, là, ça ne changeait rien. Là. C'était les libéraux, c'était... pour eux autres, ça a toujours été une forme de républicain, ça a toujours été du monde bizarre. Donc, mais là, en fin de semaine, c'était quasiment Gandhi qui est mort. Là. Tu sais, je veux dire, puis tant mieux, je veux dire, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que les chroniqueurs libéraux et bloquistes de nos médias étaient tous unanimes en admiration devant Brian Mulroney, l'histoire de Brian Mulroney comme premier ministre, l'homme, etc. Le but, c'est bien simple. Les salauds et les enfants de chienne ont profité de la mort d'un homme pour régler des comptes avec, entre autres, Poilièvre. C'est ça. Autrement dit, le bon conservateur est parti. Là, on est poigné avec le mauvais. Exact. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on a Chantal Hébert qui a utilisé en fin de semaine différents panels pour faire de la politique ce week-end pour essayer de régler des cas avec Pierre Poilievre, régler des cas avec la droite, parce que c'est très drôle. Hein? Je lisais, je pense que c'est Joanne Marcotte qui a fait un tweet en fin de semaine sur... moi, tu sais, Michel C. Auger, je lis pas bien. Michel C. Auger, je sais où il campe, puis ces gens-là, monnaie,
depuis que je suis très, très jeune, je ne lis plus Michel C. Auger, mais j'ai vu l'analyse qu'a fait Joanne Marcotte sur son tweet. Et pas surpris de voir que Michel C. Auger, lui, il dit, vous savez, la droite s'est radicalisée énormément. Pardon? La droite s'est radicalisée où, ça? La droite, c'est pas radicalisée. Les gens qui se sont radicalisés, c'est les gens de gauche. Et les gens de gauche ont tellement amené la gauche à l'extrême. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais je vais le faire pour ce fois-là. OK? Ils sont tellement allés vers le plus loin qu'ils peuvent aller avec la gauche, avec le wokisme, avec toutes leurs idées green, etc., tous les sujets qu'ils touchent ou à peu près. Ils frôlent avec un extrémisme qui est quasi dangereux. Là. Et tous ceux qui sont à droite d'eux deviennent dangereux à leurs yeux. Donc, maintenant, il suffit d'être un centriste pour avoir l'air de centre, pas de centre, mais un centriste a l'air d'un gars de droite radical. Mais c'est pas la droite qui s'est radicalisée. C'est que la gauche est tellement rendue loin à gauche que quelqu'un qui est légèrement à droite a l'air épeurant et a l'air d'un monstre. Donc, don't get me wrong là, sur la définition de qui est radical et qui ne l'est pas. Là. Les gens qui sont complètement saucés dans notre société sur les sujets qu'on connaît, là. L'environnement, le wokisme, tout ce que tu veux, on le sait, là, on a un gars de même qui est premier ministre du Canada. Là. Ce sont des gens qui baignent dans l'extrême. Là, OK? Et je vous le dis, j'aime pas utiliser le mot extrême. Mais des fois, pour faire comprendre notre affaire, on n'a pas le choix. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, ces gens-là sont... quand on parle de la droite, ces gens-là capotent bien raide. Là. Quand on parle de la droite... Parler du conservatisme, parler du petit gouvernement qui va faire attention à ses dépenses, puis il va s'occuper du budget des familles, puis qui va essayer... Pour eux autres, c'est très, très, très extrême. Là. Mais de profiter de la mort d'un homme pour régler ses comptes avec la politique, excusez-moi, là. C'est des funérailles, tabarouette. Faut être fucking crazy, là. Tu sais, il faut avoir... en dedans de ces personnes-là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Si on avait un zipper pour voir qu'est-ce qu'il y a en dedans, il y a des bouts qui nous manquent, là. Mais d'après moi, on aurait des réponses qui nous feraient peur, là. Il y a... Comment tu peux te servir de la mort d'un homme pour faire de la politique? Chantal Hébert le fait cette fin de semaine sur différents panels. D'autres ont emboîté le pas également. Mais ce que Mr. White me dit, écoute, je sais que tu n'avais pas prévu ça pour ouvrir ton live /Prime pour aujourd'hui lundi. Mais c'est parce que je viens de préparer un peu des bouts du lab et il y a un bout que je veux te passer absolument. Chantal Hébert, ce matin, sur la radio de Radio-Canada à Montréal, a continué ses attaques envers Poilievre en utilisant la mort de M. Mulroney. C'est ça que tu me dis? En fait, envers Poilievre et envers Harper. Elle est revenue avec Harper. Mais là, je lui ai dit, quel twist incroyable qu'elle utilise. Puis là, elle mêle l'environnement là-dedans, elle mêle les invités qui étaient là au funérailles et comment elle a extrapolé sur les prochains invités de Harper, tout en essayant de frapper dessus. Mais je revenais pas, j'avais un malaise juste à l'écouter. J'ai dit, mais non, c'est ça. Harper était un des meilleurs premiers ministres de l'histoire du Canada. C'est donc bien déplacé, son affaire. Puis là, le monsieur qui est mort, là, le monsieur qui était aux finances, qui est décédé, là, très jeune d'ailleurs, qui était excellent, là, je veux dire. Mais ça, c'est de la maladie. Là. Si t'es pas capable de reconnaître que le gars était un bon premier ministre, malgré le fait que t'es pas... Elle a le droit de pas être conservatrice. Elle a le droit d'être libérale all the way. Puis elle a le droit de vouloir une job. Tu sais, elle, c'est clair ce qu'elle vise. Là. OK? Elle veut que Trudeau demeure parce qu'elle pense qu'elle est capable de devenir sénatrice. OK? Okay. Et que si elle veut devenir sénatrice, il faut que Trudeau reste. Tu comprends? Donc, si Trudeau s'en va, elle ne sera pas sénatrice. Si Trudeau reste, elle va devenir sénatrice. C'est ça qu'elle veut, là. C'est écrit dans le ciel, cette affaire-là. Anyway, quand j'écoutais un matin, moi, j'ai eu comme un genre de malaise à écouter ça, puis je trouvais que c'était déplacé. Puis je me suis dit, elle twist les affaires vraiment bizarrement. Puis je veux qu'on l'écoute, puis c'est un bout qui dure 2 minutes, puis je ne l'ai pas coupé parce que, comme je t'ai dit tantôt, il y a comme un build-up là-dedans. Puis c'est important d'entendre tout. Oui, c'est ce que tu me dis. Je ne peux pas couper ça. Il faut l'écouter au complet. Donc, Chantal Hébert ce matin à la radio de Radio-Canada.
les deux discours politiques. Là, je ne parle pas des discours de la famille. Caroline Mulroney a parlé une quinzaine de minutes. C'était très réussi. Mais il y a eu Justin Trudeau et Jean Charest. Et l'un et l'autre, évidemment, ont parlé du rôle que M. Mulroney a joué dans le dossier de l'environnement et du fait qu'il avait vu avant beaucoup de ses contemporains, parce qu'on remonte quand même aux années 80, le dossier environnemental comme un dossier dont il fallait s'occuper, les pluies acides, etc. Le lien a été fait, dans le cas de Jean Charest, avec les changements climatiques aujourd'hui. Je crois que les oreilles qui devaient sciller le plus dans la salle, c'est celle du chef conservateur Pierre Poilievre. Parce qu'on parle quand même d'un premier ministre conservateur, celui qui a réussi à gagner 2 majorités consécutives, le plus gros score électoral au Canada en 1984, mais un premier ministre qui a fait une tellement large place au dossier de l'environnement qu'il a nommé des ministres de premier plan à ce portefeuille-là, nommément Lucien Bouchard et Jean Charest, qui sont par la suite devenus, chacun leur tour, premier ministre du Québec. Alors, il y avait des messages là. Un petit message pour Stephen Harper. Monsieur Harper, comme chacun sait, il a même écrit un livre là-dessus, est un maniaque de hockey. Et certainement qu'en voyant Wayne Gretzky parler aux funérailles de Brian Mulroney, il a dû se dire « Où est-ce que je vais trouver le mien pour parler le jour où ce sera le temps? » Parce que il y avait quelque part de la part... Parce que M. Mulroney a beaucoup orchestré ses funérailles. On s'entend, là? Oui. C'est pas la famille seulement. Il avait laissé une liste des gens qu'il voulait voir invités. Il avait prévu un certain nombre de choses. Il avait demandé à des gens de parler à ses funérailles. Et Wayne Gretzky, là, il y a un petit pied de nez quand même à Stephen Harper là-dedans. Ça s'appelle « Moi, j'ai eu lui ». Et toi, tu auras qui? Wow. C'est fucking sick, sérieux, là. C'est fucking sick. C'est quoi le rapport? Je veux dire... Probablement que Mulroney a eu des liens avec Gretzky d'une certaine manière dans sa vie. Je veux dire, ça part de quelque chose d'autre que de la politique, là. C'est quoi cette affaire-là? Puis, c'est quoi la patente de que moi, j'ai jamais entendu parler que Brian Mulroney était un premier ministre d'environnement. Excusez-moi, là. C'est une première pour moi aujourd'hui, là. OK? Probablement qu'on a eu des histoires, comme il y a des histoires qui arrivent dans toutes les époques, là, qui sont reliées à des affaires, là. Les puits acides, la patente, le trou dans la couche d'ozone, un paquet d'affaires. La pollution, ça fait partie de toutes tous les gouvernements de toutes les époques ont eu à s'occuper de certains défis qu'ils ont eu. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Brian Mulroney, c'est toujours bien pas Dominique Champagne. On va arrêter. Non, arrêtez. Arrêtez. Mulroney, c'est lui qui a changé le système de taxes au Canada pour le commerce au détail. Là. La TPS, c'est Mulroney. Là. Oui. Puis, by the way, il voulait... Mulroney, pendant son mandat, ça n'a pas marché, mais pendant un moment donné, il voulait arrêter d'indexer les pensions de vieux. Là. Ça n'a pas passé. Là. Il voulait arrêter d'indexer les pensions de vieillesse. Là. Donc, pendant un bout de temps, je ne sais pas trop, là, mais ça n'a pas passé. Là. C'est là l'histoire de Charlie Brown. Si tu touches à ça, Charlie Brown, on va te mettre dehors. Tu sais, la vieille là, qui était crinquée. Là. Oui. Mulroney, là, c'est Mulroney. Là. C'est un politicos. Là. Puis je vais vous dire une affaire. Le libre-échange, les Québécois n'étaient pas pour. Là. Non, ils n'étaient pas pour du tout. Là. Non. Le libre-échange, c'est Mulroney. Là. C'est Mulroney. Il y a, au Québec, là, c'est Bernard Landry qui essayait de calmer les Québécois. Les Québécois ne voulaient rien savoir. Là. Bernard Landry défendait ça. Oui. Ça va être bon pour les entreprises, la Beauce. Les Québécois ne comprenaient rien de ça. Les Québécois avaient la chienne. Okay? Les libéraux avaient réussi à faire croire aux Québécois que tout le monde allait perdre le job. C'est ça. Les Québécois sont de nature très protectionnistes, là, les Québécois. Là. De nature. Bien, les Québécois ne sont pas protectionnistes. Les Québécois, la vision qu'ils ont de l'économie, c'est moi, je peux en vendre ailleurs, toi, tu peux pas vendre ici. Ouais, c'est encore... Ça, c'est le beurre puis l'argent du beurre. Là. Exact. Les Québécois ont toujours été le même en passant. Oui. Toujours été le même. Moi, je peux, mais pas toi. Comprends-tu? Oui, je comprends. Mais ça, c'était Mulroney, là. Les Québécois avaient la chienne. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, mais j'étais pour ça. Je me disais, mais voyons non. Je dis, c'est facile à comprendre, là. Je veux dire, au lieu d'avoir un marché de 6 millions ou encore 25 millions de personnes,
C'est ce qu'on était à peu près dans le temps, 27-28 millions de personnes. J'ai dit, au lieu d'avoir un marché de 27-28 millions de personnes au Canada, on est au Québec à côté sur un des territoires les plus populeux, ça boule. Là. Boston, New York, Washington, New Jersey. Là. On est à 5-6 heures, dépendamment où vous êtes, à 5-6 heures. Puis on peut rajouter Philadelphie. Là. On est à 5-6 heures. Tiens, mettons Washington aussi. On est à 5-6 heures des plus gros marchés qu'il y a dans le monde au niveau économique. Là. Je veux dire, tu ne peux pas faire autrement que gagner. Là. Le petit marché gagne. Le gros marché dans un libre-échange, quand il voit un petit marché plus pauvre avec des salaires plus bas, lui, des fois, il peut perdre. Mais nous autres, on avait tout à gagner. Mais les Québécois ne voulaient pas ça. Les Québécois avaient la chienne du libre-échange. Mais les Québécois, en général, c'est un peuple de peureux. Là. C'est pas on n'est pas un peuple qui s'en va là, ben douette, puis dit, regarde, on fonce, puis on prend le défi, puis on n'a pas peur de rien, puis go, gars, on va passer à travers, puis on va gagner, puis ultimement, ça va être une bonne décision. Les Québécois se replient facilement sur eux-mêmes. Là. Donc, Mulroney, je veux dire, si c'est juste ça, là, et mon intention en passant, là, n'est vraiment pas de faire du bashing de Mulroney. Là. La seule affaire que je veux vous dire, c'est que pour arriver à leur fin de salir Poilievre. Voilà. OK? Poilievre n'a pas d'affaire là-dedans. Il se sert, et là, comme tu dis, de salir aussi Harper. Ben oui. On se sert de Brian Mulroney, qui est devenu un homme maintenant quasi parfait. Alors que quand on regarde, c'est pas comme ça que les politiciens le trouvaient, là. Pas les politiciens, mais les journalistes, mais les autres politiciens, oui, aussi, des autres partis. Mais c'était pas ça pantoute, là. Là, du jour au lendemain, parce qu'il peut nous servir à attaquer Poilievre. C'est incroyable. Sacrement, Poilievre, il va devenir premier ministre du Canada, là, sans le Québec en passant, là, qui élirait aujourd'hui 41 députés du Bloc québécois. Là. Bloc québécois qui tient au pouvoir le pire premier ministre de l'histoire et le pire gouvernement au niveau... on pourrait faire une longue liste, mais au niveau économique, c'est désastreux. Est tenu au pouvoir par, oui, le NPD, mais soutenu fortement et jamais challengé par le Bloc québécois, quand même un peu spécial. Donc ça, c'est... Le vrai défi, là, c'est de sortir Trudeau au plus Christ. Là. Ouais. Puis savez-vous quoi? Pour Poilievre, là, il va le devenir premier ministre. Au Québec, là, vous avez réussi à faire peur au monde. Le monde va voter Bloc, OK? Le monde va voter Bloc. Puis le monde qui va voter Bloc, on va le répéter encore, les gens qui vont voter Bloc au Québec, ce sont les amoureux de F-150. Ce sont les amoureux de roulotte. Ce sont les amoureux de chaloupes de pêche. Ce sont les amoureux de 4 roues. Ce sont les amoureux de skidoo. Ce sont les amoureux de faire de la moto avec sa femme l'été. Eh bien, le Bloc québécois veut tout vous enlever ça. Là. Vous allez voter pour? Bien, vous voterez pour. Le Québec est le même, c'est ce qu'on fasse. C'est pas pour rien que les Africains appellent les 7 poignées des femmes puis vider le compte de banque. Là. Les Québécois sont spéciaux de même. OK? C'est même. Donc, ça, c'est fait. Mais il va devenir premier ministre du Canada. On le jugera. OK? Moi, je tiens une affaire. On ne peut plus continuer avec Trudeau. OK? C'est un désastre que ce gars-là a fait. L'autre option qu'on a, c'est Poilievre. Jusqu'à date, dans l'opposition, il est très efficace. Il est rendu quasiment à 1 vote sur 2. Il ne doit pas être pire. Sans le Québec en plus. Il doit être quand même pas pire. Mais avant de le juger, on va le laisser aller. Là. Puis faites-vous-en pas. Les conservateurs ou les gens de l'autre gang que la gang des journalistes qui sont des activistes de gauche, moi, s'il n'est pas bon, moi, je suis capable de le dire. OK? Si c'est un premier ministre pas bon, il a bien beau être conservateur, si c'est un pas bon, moi, je l'ai dit, O'Toole, c'est un pas bon. L'autre d'avant, Scheer, c'est un pas bon. Pourtant, c'est supposément notre gang, c'est un pas bon. Max Bernier, en ce moment, il est mêlé. Il n'est pas focus. Il est déstabilisé par ce qui se passe. Je l'aime, Max, mais je suis capable de dire que là, il n'est pas là. OK? Donc, les gens de notre clan sont capables de regarder froidement la situation. Puis même si c'est notre clan, on est capable d'être juste avec quelqu'un, même si ça va contre ce qu'on aimerait que ce soit. On le fait pareil. L'autre gang n'est pas capable. S'il n'est pas bon, on le dira. Mais calmez-vous les nerfs. Il va y bâtir ses affaires. Il va y avoir. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des joueurs de hockey en ce moment dans la Ligue nationale qui sont les Wayne Gretzky d'aujourd'hui? Puis qui sont
avec Poilievre. Il va y trouver, c'est Wayne Gretzky. Il est arrivé l'histoire de la COVID. Qui était dans les genres de vidéos de Éric Duhem? Marchesso. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Meilleur joueur, puis le gagnant du trophée du meilleur joueur des playoffs l'année passée. Là. Donc, ils vont trouver leur homme, ils vont trouver leur chanteur country, ils vont trouver leur chanteur rock, il va peut-être avoir le gars de Nickelback qui va arriver, ou je sais pas trop. Puis quand il va mourir, il y aura son monde aussi, lui. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cet enfantillage-là? Quelle niaiserie. C'est comme s'il était jaloux. Crise de niaisage. C'est comme s'il était jaloux du monde qui vient. C'est comme si Harper était jaloux du monde qui vient de faire des speeches pour Mulroney. Penses-tu même pas que Harper a pensé à ça? Penses-tu même pas que Poilievre s'est dit l'environnement. J'espère que moi, je vais avoir un bon discours de même, puis quelqu'un va dire que j'ai été un bon premier ministre de l'environnement. Ces journalistes-là, ils pensent tellement croche qu'ils pensent que tout le monde pense croche comme eux autres. Ben non. On pense pas tout croche comme vous autres. Puis Charest, là, qui était là pour régler ses comptes de sa campagne contre Poilievre. Là. Je veux dire, c'est très décevant. Très, 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 très décevant. Je pensais que c'était un gars qui avait un genre de sens, je sais pas moi, un genre de jugement. Tu sais, puis un gars fort. Finalement, c'est un gars qui... Ben d'abord, tu vois qu'il y a un peu de rancune. Ouais. Un peu de rancune. C'est que tu vas faire? Tu vas faire quoi, là? Passer des messages, puis là, les journalistes se tapaient des mains. « Hey, Charest a parlé de ça. Oh, Charest a parlé de ça. » Charest? Vous l'haïssez à mourir? Oui. Ils l'ont haï à mourir. Ils l'ont traité quasiment de criminel. Vous avez fait des tunes pour le sortir. Il le traitait de criminel. Il y a un livre là-dessus. Il y a un livre d'un journaliste de TVA qui le traitait de criminel. Une poursuite, d'ailleurs. Oui. Vous haïssiez à mourir. Hey, vous les appelez le gouvernement libéral corrompu. Il n'y a rien que vous n'avez pas écrit. Le Québec dans le rouge, c'était des attaques quotidiennes sur pas Brian Mulroney, mais sur Jean Charest à tous les jours que le journal était publié puis qui était sur le comptoir du dépanneur, à tous les jours pendant les dernières années du règne de Jean Charest, ça a été des attaques pour le démolir. Là, le gars s'en vient, puis il rend hommage à Mulroney en donnant des petites plaques dans le côté à Poilievre parce qu'il a mangé une des pires volées de l'histoire d'une investiture politique contre Poilievre. Et là, les journalistes de gauche, anti-libéral du Québec dans le temps de Charest et qui haïssent Charest à s'en confesser, tout d'un coup, Charest devient « Hey, quel discours, quelle prestance. J'espère que Poilievre a pris des notes. » Ah, come on. Oh. C'est sale. Hey, même des funérailles, on se comporte en idiot. Gênant. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Thank you, man. Merci pour le petit audio. Regarde, effectivement, on avait prévu une autre ouverture. On essaiera de parler de l'autre sujet un peu plus tard, mais ça, c'était vraiment bon, là. J'ai pas compris cette affaire-là en fin de semaine. J'ai pas compris que ces gens-là, pendant 72 heures, n'ont pas été capables de sortir un genre de drapeau blanc et de prendre le trou. C'est une obsession, le patente. C'est une maladie, là. C'est une maladie qui est ancrée profondément en eux. Puis dites-vous une affaire. Si ces gens-là le détestent autant, ou quasiment autant qu'ils détestent Trump, d'après moi, ça veut dire que Poilievre va être bon, là. Parce que les idées qu'eux autres défendent puis les idées que nous autres, on a, c'est deux mondes complètement. C'est le jour et la nuit, pas à peu près. Donc, d'après moi, on a une belle ride à faire avec Poilievre. Mais s'il n'est pas bon, contrairement aux autres, on va le dire, nous autres. On va le dire. Mais eux autres, ils ont déjà décidé, avant que le gars prenne une seule décision comme PM, ils ont déjà décidé que ce gars-là, c'était un gars qui n'était pas bon, c'est un gars dangereux. Ouais, la bombe le dit, là, tout le monde en parle. C'est un gars bizarre, ça, là, c'est un gars qui... c'est l'ennemi de Poilievre, c'est Poilievre, hein? C'est un genre d'idiot là, qui raconte à peu près n'importe quoi. Ça me venait de la bouche de la bombe. Pensez à ça 2 minutes. La bombe qui dit patente de même. Mais ce qui est frustrant pour eux autres, c'est que tu peux être
majoritaire sans le Québec. Je pense que Harper- c'est elle, l'histoire. C'est ça l'histoire, parce que Harper l'a fait. Quand il y a eu Ouais, la mais, là, vague... mais de même, là, c'est l'enfer. Parce que là, les libéraux se ramassent 3e aujourd'hui. Là. Mhm. C'est les bloquistes qui sont l'opposition numéro 2. Là. Ah, ça a-tu du bon sens, pareil? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hey, on vient, OK? On va se faire une pause. Qu'est-ce qu'on a comme boîte, Jerry, après? On a une boîte très mélangée, donc une vraie boîte. Là. OK, une boîte. On a ça après. OK, sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live aussi. Pirate. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Dam, 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 ta-da. Ding, ding, ding. Da-da-da-da-da. Il y a une petite boîte. Dam, 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 ta-da. Dam, dam, ta-da. Il y a une petite boîte. J'ai vraiment jamais encore compris c'est quoi le padam padam. Balam, balam. C'est pas une genre d'ours qui Ouais, mange je des sais, hamburgers. mais je ça? comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Parce que dans toutes les présentations, quand t'es dedans, il y a toi un badam badam. Ben non, c'est comme un... Faut que tu parles à ton chum, là, des fois. C'est peut-être un petit clin d'œil parce- gentil, là. Oh oui, c'est parce que je suis grand puis gros. Ça doit être pour ça. Comme Ou l'ours. parce que l'ours de AEW, et oui, il est grand et gros et sympathique. Oh oui, il est sympathique. Oui, il est Tout le sympathique. monde a envie de donner une claque ses fafounes du gros ourson C'est ça. de AEW. OK. Mais ce qui Parce qu'il y est a bizarre, comme les fesses qui brassent un peu. Hein? c'est ça. Oui, quand il marche, il y a les fesses qui brassent. Mhm. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'ours AEW mange chez Dixie Lee. Arrête. Oui! C'est ça, la patente, là. Comment ça? Ben, parce que Dixie Lee, c'est là que c'est meilleur. Ben oui. La bonne bouffe chez Dixie Lee, là. Ah, ben, ouais. Donc, l'ours, il est assis chez Dixie Est-ce que tu penses que Lee. Dixie Lee pourrait voler le bonhomme de AEW comme le Canadien avait fait avec Youpi des Expos? Ah, l'idée n'est pas mauvaise, Ben, pareil. l'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise. Hey, Jeff, t'as parlé en début de show. Regarde, parce que c'est un tweet. Je ne me rappelle pas c'est qui a fait le tweet. Mais c'est un tweet que j'ai gardé. Puis c'est un tweet que j'ai vu, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines. Puis, tu sais, en début de show, on a parlé justement de l'histoire qui s'est passée en Russie, l'attaque, puis tout ça. Puis après ça, on a parlé de Poutine. Puis tu dis, ouais, Poutine, tu sais, c'est un gars spécial. Puis là, le monde, tu disais, tu sais, le monde ont fait la queue. Puis le monde ont voulu voter. Poutine a été réélu. Puis nous autres, de l'extérieur, tu Les sais, Russes adorent Poutine. les Russes adorent Poutine. Voilà. Les Occidentaux ne sont pas capables d'admettre ça. Oui, mais il y a une raison. Mais on cherche des raisons. Mais la face, c'est qu'on n'est pas russe. Hein? Nous, on n'est pas russe. Mais, Moi, je pense qu'on ressemble plus aux Russes qu'on pense. Là. bon, c'est sûr. Là. C'est sûr. Mais tu sais, Poutine est rentré en poste, lui, en 1999. Puis, je ne veux pas parler de Poutine pour ses affaires de politique en tant que telle, politique intérieure, puis les affaires de journalistes qui se font empoisonner, puis toutes les histoires. On n'est pas là-dessus. On va y aller sur la vie des Russes, en fin de compte. Leur vie, eux autres, leur quotidien des Russes. Poutine est rentré au pouvoir en 1999. Donc, on prend 1999 jusqu'en 2024. Là, tu vas dire, oui, mais là, il y avait un autre gars qui a été élu. Ouais. Medvedev, c'est son chum. Là. On s'entend-tu, là? Oui, il a été nommé les par années de Poutine. Medvedev, Poutine était à côté de lui puis il prenait un café. On s'entend-tu? C'est même politique. Là. Donc, on va dire l'ère Poutine, si on peut dire, c'est 1999 à 2024. Tu sais, le produit, le gross domestic product, donc le produit intérieur brut de la Russie a fait x11 depuis ce temps-là. L'inflation est passée puis il y avait beaucoup d'inflation. Fin des années 90, en Russie, il y avait beaucoup d'inflation. Il était au jour de 36 % d'inflation. Là, on est à quoi? 3-4 % d'inflation, grosso modo. La réserve d'or de la Russie était à 12 000. Il y avait 12 milliards, on va le mettre en dollars, là. Il y avait 12 milliards de dollars en réserve d'or. Ils ont 600 milliards en réserve d'or aujourd'hui. Wow. Les pensions pour les vieux. Il y avait les vieux dans ce temps-là, dans les années 90, puis même avant, les vieux, les retraités, là, les vieux. Là. La pension de vieillesse là, du Canada,
C'est pas un gros chèque. Là. En Russie, il n'y avait vraiment pas un gros chèque. Là. C'était une poignée de scènes noires qu'il y avait. Là. Les vieux souffraient le martyre. Il fallait que les vieux soient aidés par leurs enfants là, pour pouvoir manger normalement. Là. Les vieux en Russie, ils ont passé au cash. Mais les pensions de vieillesse ont fait x15 en valeur. Donc, quand tu es vieux en Russie, tu l'aimes, Poutine. Les autres, ils disent, ouais, dans le temps, les vieux, ils crevaient. Et le revenu moyen des Russes, OK, a fait x15. On prend le salaire moyen d'un Russe. Fait que le niveau de vie des Russes se sont améliorés énormément. Oui, il y a des nouveaux riches. Oui, c'est une classe moyenne beaucoup plus aisée. Mais en réalité, du point de vue économique, j'enlève les histoires de journalistes qui se font empoisonner. Là. Je parle juste du niveau économique, le niveau de vie des Russes. C'est incomparable à presque partout dans le monde. Là. Fait qu'eux autres, ils l'aiment beaucoup, Poutine. Ils aiment beaucoup les politiques de Poutine. By the way, beaucoup de pétrole. Entendu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. Donc, oui. L'histoire, ça, là, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est une question de conviction ou c'est quelqu'un qui est endoctriné? L'histoire des étudiants de McGill qui font la grève de la faim. À McGill, ils ont une gang d'étudiants. Là. L'Université McGill, ils font la grève de la faim. Eux autres, ils veulent que l'Université McGill arrête de faire, je dis des affaires dans le sens, arrête, parce que l'Université McGill a des connexions avec des universités en Israël. Donc, ils veulent que McGill arrête sa connexion avec certaines universités d'Israël. Donc, OK, ça, c'est ceux qui ont fait la grève de la faim, là? Exactement ça. Mais là, il y a une je pose une question. Pourquoi on les soigne, ces gens-là? Jeff... Parce qu'avant, j'aurais jamais dit ça de ma vie. Là. Mais depuis l'histoire pendant la COVID, tout ce qu'on nous a expliqué pendant la COVID, c'était d'épargner l'hôpital. Et avant les seringues, là, OK? Même avant, là, tout ce qu'on a fait, c'était pour sauver l'hôpital. On nous disait qu'il faut faire des choses pour pas mettre des patients à l'hôpital parce que l'hôpital ne tient à rien. Est-ce que l'hôpital ne tient à rien encore aujourd'hui? Ah, c'est encore comme ça. Là. OK, parfait. Oh, donc, si le thinking du mois de mars 2020 allait jusqu'en 2022, c'était ça. OK? Puis ça a été pire encore avec les mois qui se sont... Quand on a rajouté en plus le vaccin là-dedans, c'est devenu complètement débile. Expliquez-moi pourquoi nous payons les frais d'hospitalisation des personnes qui ont volontairement, pour une maladie, là, c'est cinglé ça là, pour la Palestine, pour le Hamas, pour des terroristes, pourquoi nous soignons ces gens-là et qu'on paie la facture? Expliquez-moi ça. La jeune est rentrée à l'hôpital, ça fait 34 jours qu'elle n'a pas mangé, puis elle avait tellement mal... Elle a dit elle-même, elle a dit, j'avais mal aux os. C'est-à-dire, t'as mal, là, t'as un mal intense. Ben, faut-tu être sadique? Faut-tu être complètement cinglé? Mais elle est là, mon histoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une conviction ou qui est endoctriné? Non, rendu là, c'est la maladie, là, Jerry. C'est ça. Non, j'ai ça, mais là, l'affaire, c'est que si quelqu'un fait, mettons, une grève de la faim pour, mettons, je sais pas, moi, il veut se faire entendre pour le gouvernement pour une quelque chose, puis c'est une question de vie ou de mort pour un de ses enfants ou quelque chose. Là, tu te dis, OK, wow, OK, là, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais là, tu fais une grève de la faim à te rendre malade. Tu vas toffer. Attends, il faut que tu toffes ça, là. 34 jours parce que tu veux que ton université coupe les liens avec Israël. Hey, t'es endoctriné pas à peu près, là. Non, t'es vraiment, vraiment flambé, là. C'est inimaginable. Là. Puis là, il y en a d'autres là, qui continuent leur grève de la faim. Là. Ils n'ont pas tous commencé en même temps, là. Mais ils vont tous se ramasser à l'hôpital, là, ce monde-là. Là. Et ta question est bonne, Jeff. Ta question est très, très bonne. Là. Tu vas y voir et tu lui dis, ben là, si vous continuez, nous autres, on ne vous soignera pas, là, parce que là, vous autres, vous... Non, c'est la maladie, je veux dire. Là, regarde, on vous amène chacun un sandwich, là, puis un Coke diète, là. On vous laisse ça ici, là.
Mangez ça pour tourner chez vous. Parce que là, à un moment donné, vous allez rentrer à l'hôpital comme la fille. La fille, elle, 34 jours, elle a mal partout. Elle passe un jeu de crever, là. Pour des liens de ton université avec Israël, c'est incroyable. Non, c'est malade, Jeff, c'est endoctriné, pas à peu près, là. C'est complètement sauté, là. Après ça, on se demande comment ça se fait que ces gens-là... Parce que, tu sais, le gars de QS, là, genre de député qui ne parle que de ça, là, c'est un député du Québec à l'Assemblée nationale, mais quand tu regardes son Twitter, la seule affaire qu'il parle, c'est à peu près ça, là. Israël, lui, défend le Hamas. Lui, j'ai remarqué que le 7 octobre et le 8 et le 9 octobre, il a fait aucun tweet pour dénoncer le Hamas et les attaques terroristes, les viols, les jeunes qui ont été tués. Ce gars-là, qui est chez QS, qui a un nom arabe, là, j'ai jamais vu de tweet où il a condamné ça. Mais depuis ce temps-là, ils ont comme laissé une genre de 3-4 jours. Et là, après le début des attaques, eux autres là, sont anti-Israël à mort. Là. Ils sont anti-Israël au bout. Là. Tu vois que dans cet endoctrinement-là, ce qui me fait le plus peur, c'est que tu vois qu'ils sont à l'aise avec des terroristes. Tu sais, de prendre pour la Palestine... D'abord, la Palestine n'a jamais eu de territoire en passant. Là. Regardez dans l'histoire, la Palestine n'a jamais eu rien. Là. OK? Ça n'existe pas. Là. Ça n'a pas été volé de rien. La Palestine n'a jamais eu son territoire. Là. Donc, remonter avant Jésus-Christ, là, puis aller bien loin, il n'y a rien de ça qui s'est passé là. Mais eux autres sont en demande. Parfait, OK, ça c'est légitime, j'ai pas de problème avec ça. Mais le fait que, pour arriver à leur but, ils sont à l'aise avec des terroristes, moi, ça me crisse. Tu sais, un comportement comme la fille a fait, là, c'est des solutions extrêmes pour faire entendre ton point, là. Comme les solutions du 7 octobre étaient des solutions extrêmes. Il y a des liens là-dedans, là. C'est de l'extrémisme. OK? L'extrémisme, là, c'est dangereux, là. Ça peut être dangereux pour les autres et ça peut être dangereux pour toi-même. Mais peu importe, on est dans l'extrême à mort. Moi, je pense qu'on devrait... Écoute, c'est pas moi qui le dis, là. Mais notre système de santé ne tient à rien. Faut qu'on soit clair. Puis je vous dis pas que la minute que tu t'infliges une blessure parce que tu as fait, mettons, je sais pas, du ski, mais sauf que ça, là, faut que les gens soient avisés que notre système de santé, on ne peut pas s'occuper de gens qui s'infligent des affaires de même, qui sont extrêmes. Faut les aviser avant. Comme tu as dit, regarde, on va leur... Si vous faites ça, pour votre cause, il n'y a pas de problème. Et si jamais vous venez à l'hôpital parce que vous tombez malade, on va vous soigner, mais il y aura une facture. Je ne sais pas si quelqu'un fait... C'est une question que je me pose comme ça. Quelqu'un qui est assuré pour la vie, puis fait une grève de la faim, puis en meurt. Il paye-tu les assurances? Je ne penserais pas parce qu'ils vont mettre ça sous une forme de suicide. Suicide, il ne paye pas. C'est ça l'histoire. Voilà, on est à la même place. Je pige dans la boîte. C'est très mélangé là, comme boîte du lundi. J'ai vu sur... Je pense que, Jeff, tu n'avais parlé l'année passée de ça. J'ai vu sur Marketplace, OK, un char à vendre, OK, un 2018, qui a seulement... Le char, là, il est top shape, là. Top shape. Intérieur en cuir, full équipe, les sièges chauffants, la recharge de cellulaire par induction. Tu sais, le char, là, il est parfait. Il y a seulement 14 000 km au compteur. C'est très, très peu. Mais c'est un 2018. Il est à vendre à 14 000 piastres. Tu peux le dealer, je pense bien. Mais le char, c'est un Toyota Mirai 2018. Tu sais, le char à hydrogène là, de Toyota. Puis tu n'avais parlé, Jeff, je pense. C'est pas le gouvernement du Québec qui avait des Mirai puis qu'ils ont comme vendu aux En fait, enchères. c'est que le gouvernement du Québec a payé le groupe des Arnois pour bâtir une station-service hydrogène au coin du boulevard Hamel, tout près du panier extra. Là. Oui, c'est ça. Donc, le panier extra, le groupe Beauharnois, il a comme bâti un genre de Petro-Canada neuf l'autre bord, mais du côté là, du restaurant grec puis du Dollarama. Là, Ça, c'est ils ont Arnois. bâti, c'est le groupe Arnois, ça. Ouais, c'est ça. Ils leur ont donné l'argent pour bâtir une station pour de l'hydrogène. Et la raison pourquoi ils faisaient ça, c'est que le gouvernement du Québec,
s'achetaient des voitures Toyota hydrogène. Ils ont payé un gros prix et ils ont liquidé un prix ridicule tellement que j'ai pensé en acheter une. Oui, ben c'est ça. Ben oui, parce que le prix, là, tu veux, le gars qui fait l'annonce sur Marketplace, l'auto est à Québec ici, là, il est à Bois-Châtel. Je te dis, Jeff, là, le char est neuf. Là. Je pense qu'il était dans le garage tout le long. Là. Le char est flambant neuf. Là. 14 000 km au compteur, 14 000 piastres. Je sais pas, hein, si... c'est vrai qu'il y a une place... Mais tu as juste une place pour que tu peux te tanker. Oui, il faut que tu fasses de la ville. Quelqu'un qui fait beaucoup de ville, ça peut être un bon coup, là, je pense. Ben, c'est ça, tu peux le dealer, là. Mais ça doit être un char à 60 sur les 10 000. On va au panier extra 1 à 2 fois par semaine, donc on est correct, nous autres. Mais oui, pour d'autres, c'est impossible. Oui, c'est vrai. Un tour au panier extra, un tour pour tanker ton hydrogène. Là. Mais à 14 000, tu peux pas te mettre trompé. Là. Tu te trompes pas. Comme tu dis, c'est pour tes déplacements en ville. Oui. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, il y a ces nouvelles caves. C'est que des nouvelles caves? Un couple qui s'en va en Floride à leur maison avec leur Tesla. Puis ils ont tripé, puis ça a coûté 120$, puis etc., etc. Je ne sais pas c'est quoi le... D'abord, Elon Musk, pas votre ami, là. C'est quoi tout d'un coup, vous faites de la publicité gratis pour Elon Musk? C'est le fun pour les compagnies qui vendent des chars à gaz. Parce que Tesla, ils n'ont jamais annoncé vraiment dans le Journal de Montréal. Tesla n'annonce pas à TVA. Mais je peux vous dire que Honda, Toyota, Ford, GM, dans les 25-30 dernières années, ils ont acheté des dizaines, c'est pas des centaines de millions de dollars en pub. Donc, bravo au journal de faire de la pub gratis pour Tesla. Mais Elon Musk, en plus, c'est un genre de trou de cul, ça, me semble. Mais je sais quoi le but de ça? C'est quoi le but d'essayer de nous rentrer dans la gorge l'histoire d'un char électrique? C'est quoi la patente? Si vous descendez, faites une longue ride en Floride avec une Tesla, oui. J'ai déjà pensé le faire. Je voulais le faire pour pouvoir vous en parler, OK? Depuis ce temps-là, j'ai changé d'idée, puis d'autres l'ont fait. C'est pain in the ass, là. Ils en bâtissent de plus en plus des patentes de Tesla. Il y en a de plus en plus. J'avais une place à Orlando vendredi. J'étais justement en train d'en bâtir un gros parking pas loin de l'aéroport. Ils sont en train de faire ça. Il y en a de plus en plus. Mais je veux dire, c'est pas du tout pareil comme une voiture à gaz. Vous allez devoir à peu près planifier un 6, 7, 8 heures de plus. Si vous avez le temps, vous êtes retraité, vous n'en avez rien à crisser du temps, c'est pas grave. C'est ça, là. Mais si vous êtes Speedy Gonzalez, comme mettons moi, OK? Moi, je pars le matin à 5h30, 6h, puis à 2h, je vais avoir fait 28 heures de char, puis à 2h l'après-midi, je suis chez nous. Ben, c'est pas pour moi. Probablement pas. J'aurais pu le faire pour vous en parler, pour vous parler de l'expérience. Mais c'est pas vrai que c'est pareil, là. Je veux dire, c'est pas vrai que c'est smooth, non. Faut que tu planifies. Faut que... Il y a un stress avec ça, là, supplémentaire. Faut le dire, là. Ça, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle qui est sortie la semaine passée, mais qui a... Je trouve que ça n'a pas trop brassé, mais c'est quand même assez impressionnant. Il y a eu une saisie de 200 kilos de potes. Je crois que c'est jeudi ou vendredi passé. Même une grosse saisie, là. 200 kilos, c'est 440 livres de marijuana, là. Mais ça, ici, là, tu vois, ça fait un méchant tas, là. Ça fait tout un tas. Je me posais la question, je dis, tabarouette, as-tu vu la saisie de potes? Pourtant, Christophe, du pot, il n'a avant. C'est légal. Il n'a avant. C'est quoi? Pourquoi ils saisissent le pot? C'est légal. Tu sais, puis là, je suis allé fouiller un peu, puis dans le dernier rapport annuel, là, de la SQDC, là, les ventes de potes à SQDC sont comme stabilisées. Là. L'année passée, puis cette année, les ventes n'ont pas monté. On dirait qu'ils ont comme pogné un genre de plateau, en fin de compte. Les ventes la majorité des gens jettent le pot par un genre de site web qui arrive souvent de la Colombie-Britannique. C'est ça. Livré par Post Canada ou encore pour Relator. Puis l'autre gang, elle jette encore sur le marché noir parce que le produit est à meilleur prix, puis il est meilleur. Voilà. Mais tu sais, je voyais, tu sais, la SQDC, là, ils veulent sortir des nouveaux produits, là, des nouilles ramen aux potes. Après ça, il y a des chips aux potes. Ils ont un saucisson aux potes, des pinottes, des abous. Quand c'est le gouvernement, c'est bien légal. Quand c'est d'autres, on te saisit. Puis là, j'ai une réflexion. Si on a arrêté
du monde, je pense que c'est 5 ou 6 personnes, là, 5 gars puis une fille. Si on arrêtait ce monde-là avec 440 livres de potes, là, la SQDC, ils n'auront jamais 100% du marché. Là. Oubliez ça. Là. Oubliez ça. Là. Le pote au noir est roi. Là. Le pote au noir est roi. On a la preuve. Christophe, c'est du monde dans le marché. Puis on s'entend-tu que c'est un marché? Il y a des magasins de potes. Là. Mais eux autres sont prêts, Christophe, à faire du marché noir. Puis ils sont prêts à compétitionner la SQDC. Ils ne sont pas sortis du bois, les SQDC. Là. Ça, c'est sûr. J'ai juste une petite patente pour toi. Ah oui, ça, c'est... Ici, on n'a pas parlé. Aux États-Unis, Jeff, ils en ont parlé pas mal. C'est une affaire un peu dégueulasse. Là. C'est dégueulasse. T'sais, dans les années 90, là, les années 90, on les a surnommés l'âge d'or des séries pour ados. Il y a des stars comme toi, Selena Gomez, Miley Cyrus. Il y a plein de jeunes qui sont devenus des stars de Disney Channel, etc. Il y avait deux compétiteurs à l'époque. Ben, c'est encore de même. Là. Il y avait Disney d'un côté, puis Nickelodeon de l'autre bord. Ariana Grande a été connue, justement, elle, dans des séries pour jeunes. Même Ryan Reynolds a été connu dans des séries pour jeunes. Donc, dans les années 90, il y a eu une effervescence vraiment de ces séries-là. Mais à la chaîne Investigation, parce que moi, j'ai vu, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai lu le transcript. Ils ont sorti, c'est un documentaire, justement, sur le côté sombre des séries télé pour enfants. Hey, c'était dégueulasse, là. Des producteurs qui taponnaient des enfants, des coachs, parce que quand tu as un enfant de 10 ans qui fait de la télévision, il y a un genre de coach pour y apprendre à parler, y apprendre à bouger. Écoute, tu es en train de filmer là, une série. Là. Des coachs qui taponnaient des enfants, il y a eu des relations sexuelles. En tout cas, tu te dis, tabarnache, le monde est donc bien sick. Il y a donc bien du monde qui taponne. Le monde est donc bien sick. Puis il y a même dans des... Ça, c'est encore plus sick. Il y a même dans des séries de télé pour enfants. Quand tu sais ça, là, tu vois ceux qui étaient les metteurs en scène, là, ils se servaient des enfants pour faire des gestes sexuels à des enfants sans que le monde s'en rende compte. Oui, hein. On est-tu dans la conspi ou c'est vrai, ça, là? Non, c'est vrai. Là. Voyons, non, c'est dégueulasse. Mais t'es en prison, ça prête, je vois le vert. Il y en a un qui est en prison, là. Il y en a un qui est en prison, là. Un des coachs, là. Un des coachs pour enfants est en prison. Là, il y en a un autre, Dan Schneider, un producteur, qui, lui, il va possiblement aller en prison aussi. C'est plein, là. Ils sont en train d'investiguer, là. Il y a de la marde là-dedans, tour de bras, là. Il y avait des enfants qui... Exemple, mettons, tu avais une petite fille dans une série télé, puis elle se mettait du rouge à lèvres, puis après ça, elle croquait un pickle. Donc, le metteur en scène s'amusait à faire des affaires aux enfants, mais toi, quand tu écoutes la série télé, tu t'en rends pas compte. La petite, à 12 ans, elle se met du rouge à lèvres, après ça, elle prend un cornichon, puis elle croque le cornichon. Mais le maniaque... Lui, ça l'excitait, là. Lui, ça l'excitait. Ouais. Puis là, il y a du monde qui réécoute ces séries-là et il voit tous les détails qui ont rapport au sexe que ces malades-là faisaient faire aux enfants. Là. Tabarouette! Ils sont pas... Non, c'est sick. Non, Jeff... Fucking sick. Après ça, tu te dis, coudonc, c'est-à-dire quelqu'un qui réécoute... Parce que quand t'es jeune, t'écoutes ces séries-là, tu t'en rends pas compte. Mais c'est plein de gestes sexuel à double sens dans ces séries-là que les producteurs puis ceux qui travaillaient sur ces plateaux faisaient faire aux enfants. C'est dégueulasse. Le monde est malade. Non, le monde est complètement malade. Où tu as des enfants, tu attires toujours des louches. Tu attires toujours des louches. Hey, si vous voulez plus de boîtes, à Jerry.
Eh bien, il y en a plus sur le Prime. Allez vous inscrire si ça vous tente à radiopirate.com et vous pouvez écouter avec toutes vos applications préférées, même si c'est la version privée. Donc, vous pouvez prendre entre autres Spotify ou les autres. Donc, plus de Jerry, plus de boîtes. Et après, sur le live et sur le Prime, on a Yann Sénéchal. Radio Pirate. Radiopirate.com 100% Jeff Fillion. Avec Yann Sénéchal, c'est le fun le lundi parce que t'es privilégié, t'as 3 jours de stock facile pour jaser. Je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, ça. Non, je sais. T'as raison de dire que des fois, c'est toutes des nouvelles caves, là, mais regarde. Le but, c'est de nous faire jaser, ils réussissent. Mais c'est pas les meilleures intentions. C'est pas toujours le fun de jaser des sujets qu'on a, mais on n'a toujours pas le choix. Est-ce que tu as trouvé ça as-tu trouvé ça un peu je dirais un peu spécial de voir que les panélistes des différents réseaux de télévision politiques se sont servis de la mort de Brian Mulroney pour faire leur Poilievre bashing? Ah, c'est décevant. Ben, pas surprenant, mais décevant parce que c'est pas le temps. Là. Ça, il y a des journées, à un moment donné, c'est comme, OK, oui, c'est la guerre, c'est pas le temps de se faire Ce qu'on appelle mal, une trêve. Ouais, sauf qu'il y a des journées là, qui, historiquement, on fait attention. Puis ça, c'en est une. Il y a quelqu'un de décédé, c'est sa journée à lui. C'est pas le temps. Là. C'est juste pas le temps. On en est incapable. Ça montre à quel point les gens sont rendus trop militants. Faut que tu sois un extrême militant pour utiliser ce type de journée-là pour faire ton agenda actuel. T'sais. Puis tout est déformé aussi. Je veux dire, Brian Mulroney, c'est un politicien qui a eu une envergure, qui a eu un impact au pays qui a été gigantesque, qui a eu un impact aussi après qu'il ait été premier ministre. Je pense qu'on lui doit respect plus que ça. En plus, c'est un gars de chez nous, en plus, là, à un moment donné, à slacker un peu. Puis, tu sais, ils sont pas tous mauvais, les journalistes, parce que Radio-Canada, quand il était décédé, il y avait eu un reportage spécial, tu sais, les fameux bulletins de spéciaux un peu déjà tout près, là, les reportages, c'est un peu... c'est pas si jojo, probablement, les construire, parce que t'es construit quand ils sont vivants, les gens, là. Mais le reportage avait vraiment été bien fait, puis il avait été modéré, il avait été juste, et il avait présenté des accomplissements. Lucien Bouchard avait été super intéressant. Puis, moi, j'essaie de comprendre comment qu'on fait pour, après ça, venir jouer de la politique là-dedans dans ces moments-là, puis je le comprends pas. Si Radio-Canada est capable de le faire d'une manière sereine, la journée du décès, pourquoi la journée des funérailles, on s'en va là avec... Puis je pense que la pire, ça a été Chantal Trudeau. Là. Je veux dire, c'est Chantal Trudeau. Ah, je me suis trompé. Oh, Désolé. C'est Hébert. Est-ce que tu crois qu'elle veut être sénatrice et elle veut être nommée... je sais pas, peut-être que la fenêtre va se refermer pour elle, que si jamais Trudeau n'est pas réélu, ça n'arrivera pas. Mais je veux dire, c'est une obsession, son affaire, c'est clair, là. Ben, ça ressemble un peu à ça, honnêtement. Elle a déjà été plus neutre, la madame. Là. Elle a déjà été mieux camoufler ses billets, là. Mais là, ça n'a plus de sens. Puis, tu sais, même ce qu'elle dit, le bon vieux Parti conservateur, c'était un parti qui était progressiste. C'était l'aile progressiste qui menait le parti. Puis, wow, time out. Juste vous rappeler là, que quand les partis conservateurs se sont vraiment séparés, là, le parti progressiste conservateur de Kim Campbell a fait 2 députés. Oui. Donc il avait réussi à démoniser même le Parti conservateur progressiste à l'époque. Là. Il y avait elle puis Jean Charest, ça se peut-tu? Oui, exactement. Elle puis Jean Charest. C'est une catastrophe. Le Parti conservateur n'était pas drivé par l'aile progressiste. En fait, c'est ce parti-là, il s'est séparé en 3. Oui, il y a eu le Reform Party, puis il y a eu l'Alliance canadienne. Puis, tu sais, je veux dire, ça a été un moment où est-ce que les libéraux ont eu le champ libre pendant plusieurs années. L'homme qui a réunifié des partis conservateurs ensemble, c'est Stephen Harper. C'est vraiment son design à lui. C'est ce qui nous a permis d'avoir 10 ans de gouvernement conservateur, qui nous a permis de se payer un Trudeau après, puis qui va nous ramener un autre parti conservateur prochainement pour réparer les gaffes à Trudeau. Mais je veux dire, j'essaie de comprendre comment il pense, puis je le comprends pas.
Le Parti conservateur, au niveau fédéral, a toujours été nécessaire. Il a toujours été nécessaire. Il y a un rôle à jouer. C'est un rôle d'équilibre. On va à gauche, on va à droite. Puis c'est pas juste au niveau fédéral. Ça a toujours été dans les autres provinces canadiennes aussi. Mike Harris est un des bons premiers ministres provinciaux qui a passé au fil du temps. Mais Mike Harris est arrivé parce qu'il y a eu Bob Rae. Oui. Quand ça exagère d'un bord, généralement, c'est là que les conservateurs arrivent pour arrêter tout ça. Pourquoi Stephen Harper est élu? Parce que Jean Chrétien avait les deux mains dans la corruption, lui et sa gang. C'était trop, le scandale des commandites, tout ça. Ils ont dépassé des limites, puis Harper est arrivé. Là, on est au point où est-ce que Trudeau a dépassé des limites. On est dans le wokisme par-dessus la tête, on est dans les dépenses il prend des millions de dollars pour faire des genres d'études sur ce qui se passe dans l'hémisphère sud avec les changements climatiques. 8,4 millions qu'il va investir là pour voir l'impact des changements climatiques sur la vie démocratique. C'est pour ça que le Parti conservateur revient une fois de temps en temps, puis est important. On est plus souvent gouverné par des libéraux que des conservateurs, ou pendant plus longtemps par des libéraux. Mais c'est un peu plate, ça. Ce côté-là est plate parce que c'est les libéraux qui se tapent tout le beau côté de dépenser puis de tout s'amuser. Puis les genres de conservateurs arrivent toujours comme des femmes de ménage après un party. Oui, à l'exception de Paul Martin, disons. Paul Martin, qui est probablement un des rares libéraux qui a réellement fait du ménage. Vrai. Mais tu as raison. Généralement, les libéraux, puis le NPD est encore pire, foutent le bordel. Puis les conservateurs commencent toujours leur règne en faisant du ménage. Moi, je me rappelle de Jim Flaherty, le petit ministre des Finances de Stephen Harper, avec ses gros chèques en carton, puis qu'on payait à dette. Jeff, avant 2008. Oui. On faisait des paiements sur la dette. Oui. Comme le Nouveau-Brunswick est en train de faire, d'ailleurs. Hey, lui, il capoterait s'il serait encore vivant. Puis, il y a toutes sortes de faussetés qui se disent. Puis en fait, c'est dans ces moments-là aussi qu'on se rend compte que nos analyses politiques font dur. Il y a plein de gens qui attribuent encore la TPS à Mulroney, mais d'une manière très, très, très négative. Puis là, à un moment donné, tu es là, tu te dis, 30 ans plus tard, un moment donné, on va avoir Get Your Facts Right, là, à un moment donné. Là, vous allez comprendre c'est quoi qui est arrivé vraiment avec la TPS. C'était une modification de la taxe. Il y avait un genre de taxe cachée. Ouais. Puis lui, il a comme remodelé ça pour mettre la taxe visible. Ouais, sauf que, rappelez-vous, dans le temps, là, peut-être que je ne sais pas quel âge tu avais, Yann. J'étais jeune. Mais dans le temps, ce qu'il disait, c'est qu'elle remplaçait la taxe existante et qu'il n'y aurait pas d'augmentation de prix. C'est juste que sa facture, on allait finalement voir la taxe. Mais la baisse de prix jamais arrivée, ça a été un 7% de plus. Ce qui est arrivé, c'est que les vraies raisons ne sont pas tant les baisses de prix. Ça a probablement été présenté de même parce que Mulroney, à base, c'est un politicien. Oui. Allez pas penser que ce gars-là, c'est un saint, c'est un politicien. Il y avait la taxe qu'on parle, la MST, là, c'était une taxe sur les biens manufacturiers. Fait que quand Jerry dit qu'elle était cachée, c'est qu'elle n'était pas payée par le consommateur, elle était payée au niveau du grossiste, en fait, du producteur. Oui. Puis c'était une taxe de 13,5 %. C'était une grosse taxe. Fait que les manufacturiers canadiens payaient 13,5 %. Le plus gros défaut de cette taxe-là... Mais cette taxe-là était refilée aux consommateurs. Là. Mais attends, avant de te rendre aux consommateurs, le plus gros défaut de cette taxe-là, c'est qu'on exportait, nous autres. On exportait des biens manufacturiers. Fait que le producteur canadien payait cette taxe-là pour des biens qu'on exportait ailleurs. Ouais. Christy, c'est une catastrophe. Ça nuisait à nos exportations. Fait que fondamentalement, de la manière qu'on taxait, c'est que les gouvernements à l'époque n'avaient pas eu les couilles d'aller taxer le citoyen électeur qui verrait la taxe. Ils avaient taxé le manufacturier parce qu'il était des pissous. Mais grosso modo, c'est que ça avait un effet vraiment négatif sur nos exportations. Fait que là, Mulroney dit qu'il faut réparer ça, ça n'a pas de bon sens. Mais étant quand même un homme d'État du gouvernement qui a besoin de cash, il ne pouvait pas sacrifier le revenu. Fait que de son côté, il a dit on va remplacer ça par une taxe qui va être moins nuisible. La TPS est arrivée à ce moment-là pour enlever cette taxe-là des biens manufacturiers pour être plus compétitif à l'étranger. Le vrai impact positif de la TPS ou du remplacement plutôt de la TPS, c'était de rendre nos biens exportés plus compétitifs à l'extérieur. Il y a eu vraiment des bienfaits de ce côté-là. Ça, c'était en même temps que qui a négocié avec les Américains et le Mexique, qui était le libre-échange. Donc, ça se tenait, là. Tout à fait. C'est dans ce contexte-là. Fait que seule affaire, c'est qu'il y a un coût politique à payer pour ça. Parce que la TPS, soudainement, ton électeur y avoue. Voilà, mais c'est ça. Moi, je te dis, là, dans la restauration, OK, je vais parler de qu'est-ce que je connais. Le commerce au détail, je connais pas ça. Dans la restauration, c'était
un coup de batte de baseball sur la tête. Là. Tous les restaurants ont perdu. D'après moi, on a perdu au moins 20 de business overnight. Tout le monde nous disait que c'était trop cher au restaurant. On n'entendait jamais parler de prix. Jamais. Dans les années 80, là, jamais le monde nous parlait de prix. Jamais. Après ça, c'était du silage à la caisse, Christophe, jusqu'à temps qu'on ferme la crise des cabanes. Tabarnache que ça a fait mal, la TPS. C'est épouvantable. Pour la restauration, c'est terrible. Oui. Vous avez eu 3 gros coups de pelle dans la restauration en pleine face. Vous avez eu la TPS. Vous avez eu un moment donné où est-ce que les dépenses déductibles des hommes d'affaires passaient juste à 50 %. Oui. Ça, je pense que c'est une catastrophe pour vous autres. Vous avez eu les MEV aussi. C'est ça, les MEV. Nous, les midis, avec l'histoire des gens d'affaires, là, nos midis, ça a coupé de 50 Je blague pas du tout, là. Parce qu'on était ouverts, nous autres, 5 midis par semaine. Lundi, samedi, dimanche, on n'était pas ouvert le midi. Lundi au vendredi, ouvert le midi. Et un an après, on l'a décidé de faire... Imagine-toi si on enlève toutes ces affaires-là. Oui, un an après, Jeff, on l'a fait jeudi et vendredi midi. On l'a enlevé lundi, mardi, mercredi, ça valait peu la peine. Imagine-toi, je comprends qu'aujourd'hui, il y a d'autres affaires là, qui fait que opérer un restaurant, c'est rendu tellement dangereux que ça coûte tellement cher que tu ne sais pas quand est-ce que ta business va fermer. Les marges sont tellement minces. Mais oublions ça, oublions l'inflation de là, mais mettons qu'on est dans un paradis fiscal où ce que les entreprises n'ont pas d'impôt sur leur... Puis donc, en faisant ça, les comptes de dépenses, on s'en sac. La seule affaire que tu fais l'inverse aujourd'hui, tu dis, regarde, tout ce que tu achètes en service ou en bien, tu payes une taxe de vente au fédéral, au provincial comme entreprise. Il n'y a plus de remboursement, donc il n'y a plus de fonds qui travaillent là-dessus. Puis le reste, les profits, on s'en crisse. Puis, regarde, tu veux dépenser 1 million dans un restaurant avec tes employés, ah ouais, go, amusez-vous. On s'en sac, ça ne change rien pour nous autres. Imagine-tu qu'est-ce qu'il y aurait comme activité économique, puis qu'est-ce qu'on aurait comme plaisir, puis voir comment les business fonctionnaient. Parce que là, c'est la mort en ce moment, c'est l'inverse qu'on voit. Là. Mais la mort de l'événementiel vient beaucoup de là dans ma tête. Les loges corporatives, on a souvent... Le golf, je suis dans le golf, moi. Exactement. Le golf, depuis toujours, c'est exclu, là. Puis il y a tellement des règles, puis si jamais tu vas là, puis là, as-tu des clients, il faut que tu fasses un registre, puis évidemment, le monde finit par abandonner, puis il dit, regarde, je vais payer avec mon argent taxé, puis c'est tout, là, maintenant, c'est un asile, votre affaire. Les parties d'employés, ça commence à être un problème. Moi, demain, tu es une grosse entreprise, ils rentrent, puis ils disent, ben là, tu vas ajouter ça sur le T4 de tes employés, des affaires comme ça. Ben voyons donc. Vous tombez sur la tête, calvaire, vous allez tuer l'événementiel. En voulant avoir des dollars de plus, mais ils ont tellement faim, c'est parce que les politiciens, tous les ans, ils font un budget, puis ils s'en vont dire au peuple, on va trouver plus d'argent, vous allez voir, dans une meilleure... Les gens vont mieux faire leurs impôts parce qu'on va les surveiller plus. Ben, ça finit comme ça. Exact. Ça finit que finalement, pour livrer à marchandise, ils ont besoin d'aller tweaker des petites affaires, puis en bout de ligne, ben, l'événementiel paye parce que l'événementiel vivait des loges corporatives, vivait des hommes d'affaires qui amenaient des clients, des choses comme ça. Écoute, je suis dans le milieu financier. Normalement, je suis dans un monde que si j'avais fait de la business dans les années 80, j'aurais passé ma vie à être un organisateur événementiel pour ma clientèle. C'est quelque chose qu'on fait. On fait plus pantoute dans notre business. Là. Ça n'existe plus, ça. Là. Non, tu peux plus gâter ton monde. Ils veulent quasiment que tu envoies un T4 à l'autre. Ben, c'est ça. Fait que, on perd même le réflexe. Tu sais, moi, manger au restaurant avec un client, je fais jamais ça ou presque. Là. Ça arrive 2 fois ou 3 fois par année, puis c'est beau. Là. Hey, j'ai d'autres choses à te parler avant que... On reste un peu dans le politique, mais plus local. Il y a un sondage, je ne sais pas comment ça marche les sondages, j'ai mêlé, là, mais j'ai pogné un article là, comme de quoi que si il y a une élection aujourd'hui, la CAQ se ramasse à 11 députés. OK? C'est dur de ne pas sourire quand tu vois ça. Oui, j'ai une petite jouissance, je vais t'avouer. Là, j'ai un genre de petit de sensation dans mes shorts qui. C'est quoi qui est moins jouissif? C'est de regarder la quantité de rats qui va traverser de la CAQ au PQ, par contre. Oui, exact. Là, Guilbeault est en jeu. Drainville perdrait sa job également. Puis là, ben, c'est le PQ avec 69 députés qui serait majoritaire. Wow. J'ai de la misère à suivre ça. Là. Je suis complètement perdu avec la politique québécoise. Sérieux, là. On a un modèle qui est rendu en fin de vie. Il n'y a plus rien qui marche. On se fait... là, on est sur le bord de vouloir mettre des
des taxes sur des véhicules, j'achète un F-150 avec une taxe de 18 000 qu'on prenne de 18 000 qu'on donne à ceux qui achètent des chars électriques. Regarde, c'est rendu crazy ce qui se passe ici. Là. Ouais. Et les Québécois avec un bulletin de vote sont extrêmement dangereux, extrêmement émotifs. À toi, fois tu le dis. Ben, si, ouais, c'est ça, là. Je veux dire, tu sais, moi, ce que j'ai peur, moi, te le dis ce que j'ai peur. Moi, là, je trosse tellement pas les Québécois avec un bulletin de vote que quelqu'un qui me dit que si un troisième référendum à 36 il n'y a pas de danger, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça prend une patente pendant le référendum qui arrive, une chose émotive pour que le référendum passe à 55 OK? Trustez pas les Québécois. On a passé à 50 000 votes en 95 d'être un pays, là. Oui. OK? Écoute, l'idée, ce qui est broken dans notre système, là, c'est qu'on n'a vraiment pas un système qui a été conçu pour avoir 5 partis politiques compétitifs. Ça, à la base, là, ça vient scraper bien des affaires. Parce que ça les amène à être hyper clientélistes. Puis c'est aussi que ce clientélisme-là fait en sorte que tu peux réussir à faire élire beaucoup de monde en ayant des mesures très, très, très spécifiques pour cibler certaines personnes. Tu sais, Québec solidaire, là, vous avez compris que peu importe l'actualité, là, ils vont toujours parler du logement social ou du logement des étudiants ou des affaires de même parce que c'est leur clientèle. Ils font juste penser à eux autres. Les libéraux, écoute, on les entend jamais parler au Québec. On se demande s'ils sont absents et tout ça, mais c'est parce qu'on a un petit défaut, on est francophone. Si on lisait la presse anglophone, on se rendrait compte qu'ils sont quand même assez actifs, mais c'est juste ces affaires de langue puis la protection de la société anglophone du Québec. Ils sont rendus dans un clientélisme tellement puissant que c'est juste de ça qu'ils s'occupent. Puis là, tu te dis, OK, le PCQ, PCQ se cherche tout le temps un peu, il essaie de gratter large, en même temps pense à sa clientèle, des choses comme ça, mais un peu plus centre-droit, tout ça. La CAQ qui est un parti de gouvernance. Puis là, tu as le PQ, là, que... En fait, le parti politique présentement qui a la moins bonne lecture de la population québécoise, je pense que c'est le PQ, dans le sens que, présentement, c'est le parti identifié pour attaquer le parti de gouvernance, attaquer la CAQ. C'est le parti qui ramasse le vote de protestation, tellement que 25% des électeurs péquistes ne sont même pas souverainistes. Gardez ça en tête comme chiffre. C'est quand même assez magique quand tu y penses. Hein. Mais ça dit quoi, ça, sur le monde? Ça dit que le monde... En fait, je pense qu'il y a une bonne partie des électeurs péquistes là, que si on n'était pas dans le dôme québécois, ils voteraient PCQ. Pour vrai. Le bug, c'est que la TV, on leur dit que c'est des méchants, tu peux pas voter pour eux autres. Ouais. Moi, Comme on dit que Poilievre est un cave, puis ça donne 41 sièges aux bloquistes. Puis je dis la même chose, PCQ, mais il y en a une partie aussi, c'est libéral, by the way. Il y a des électeurs qui votent PQ présentement, que c'est des anciens libéraux, puis ils voteraient libéraux si le parti donnerait l'impression d'être encore en vie. Là. Fait que, tu sais, on est vraiment dans une drôle de situation. Puis en même temps, t'as les électeurs comme toi et Jerry, un petit peu plus vieux que moi, par exemple. Vous autres, vous avez été écœurants, sacrément. Je sais même pas de m'imaginer comment... Moi, j'ai hâte que ça finisse. Puis t'as des électeurs un peu comme moi, un peu plus jeunes, on est là, on se dit, on va avoir finalement les bons débats, mais pas avant 15 ans encore. Puis ça gosse. Ça gosse vraiment quand tu y penses. Parce que là, les électeurs péquistes, les militants péquistes, en fait, ils sont sortis du placard. Là. On les voyait plus sur Twitter, eux autres. Là. Mais là, à cette heure, c'est rendu qu'à tous les semaines, c'est « Hey, Bob Gratton, puis t'es rocheuse, puis déménage, puis décalisse, puis... » Ils sont sortis, ils sont déconfinés. L'électeur péquiste a repris vie. Là. Il était sur respirateur artificiel, mais là, il a repris vie. Mais c'est les mêmes ragots qu'il y a 15 ans, on va se le dire. Mais les péquistes font l'erreur de penser que les Québécois voient le pays. Là. C'est pas ça pendant tout qui se passe présentement. Les autres sont là. Hey, tu prends notre vote, après ça, tu additionnes Québec solidaire à ça, paf, t'as ton 50%, regarde le potentiel qu'on a, le pays, un pays. Ça scande le pays dans les CHSLD du Québec, c'est l'enfer. Là. Ils ont un bonheur aidé un peu par le Viagra là-dessus. Là, mais la game, c'est pas ça. Là. C'est zéro ça. Tu te promènes dans le vrai monde, puis il n'y a personne qui parle de pays, il n'y a personne qui parle de référendum, puis là, tu t'es vois aller sur... mais qu'est-ce qu'ils leur trouvent? Il y en a, tout le monde explique ça fait bon, la CAQ, c'est pas un vrai parti, ils n'ont pas de base. Ouais, mais quand même, tu sais, je veux dire, PSPP, je veux dire, c'est la tristesse, c'est la mort quand t'entends ce gars-là. Il est plate à mourir, il est plate. J'aime mieux une journée pluvieuse d'automne que d'écouter PSPP, moi, là. Puis ensuite, t'as une équipe qui est assez ordinaire, puis je sais pas trop ce qu'il veut, à part que de parler d'un pays, sincèrement. Donc, pourquoi les Québécois se tournent vers PSPP?
parce que l'élection n'est pas demain matin. Fait qu'on est très inattentif, première des choses. Parce que c'est un peu ça, les Québécois, je veux dire. Si tu as du gaz pour ta tondeuse, si la bière est aux frettes, puis la piscine s'en vient tranquillement, du temps en crise de la politique. Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Les gens ne suivent pas ça tant que ça. Il y a les geeks comme nous autres qui checkent ça. Les journalistes, tout ça, mais le monde, le peuple, il n'est pas plugué pendant tout là-dessus. Là. Ils sont déplugués pour de vrai. Là. Puis tu sais, il y a eu l'élection à Jean Talon, ça a forcé une partie de la population au Québec de regarder ça un peu. Il y a eu un mini-buzz dans la région de Québec par rapport à ça, puis ça a fait en sorte que le PQ, c'est le fun, tu sais, on peut donner une claque à Legault qu'on venait d'élire un an avant. Fait que les Québécois ils ont une désinvolture envers la politique qui est gossante pour des gens qui aiment la politique. Là. Ils sont quand même en sacrement de voir que le déficit est là, que toute la vie coûte cher. La vie coûte cher, là? Attends un peu. Ils sont pas encore en sacrement du déficit, les Québécois. Ils vont l'être la journée que pour équilibrer le budget, il faut augmenter une taxe. Là, présentement, les Québécois sont pas choqués du budget. Là. Parce qu'ils n'ont pas à le vivre. Mais non, parce que le déficit de 11 milliards, toi puis moi, on sait c'est quoi. On sait qu'il s'en vient une taxe santé l'année prochaine. Ben oui. Ou l'équivalent d'une taxe santé. Ben oui. C'est-à-dire, on a joué dans le film une couple de fois. Là. Oui. C'est l'affaire, c'est... Là, présentement, je me sens comme quand on faisait de la radio ensemble le 10 août à Radio X. On ouvre les micros, 10 août 2020. La pandémie, on l'a eu tough, mais pendant l'été, on a eu un break. On s'est fait imposer les masques puis tout. Mais tu sais, l'été était belle, était beau. Quand on a commencé à leur parler de ce qui s'en vient au niveau économique, puis personne ne nous croyait. Quand on disait qu'il allait fermer les écoles, puis que les parents nous écrivaient pour former nos gueules, qu'on était fatigués avec le style COVID, le 10 août. Je me sens comme là. On voit les choses venir. Avec le budget qui a été déposé, qui est beaucoup pire que j'aurais pensé, je vois les augmentations de taxes arriver. Je vois un parti politique comme la CAQ être incapable de remobiliser une base électorale. Je vois un changement de régime qui s'en vient. Je vois les péquistes positionner leur pion. Je vois le discours référendaire revenir. Je suis là, tabarnache, man. Regardez où qu'on s'en va. Puis là, t'es là, tu te dis, hey, wake up, là. La direction qu'on est en train de prendre, vous allez faire le saut en asti à la prochaine élection. Québécois boivent le billet tranquille, check pas ça. Ils sont pas touchés encore. Peut-être l'année prochaine dans le budget, mais quand on passe 1 ou 2 % de TVQ. Je comprends. Tant que ça ne coûtera pas 200-300$, ils ne comprendront pas. C'est tout le temps ça avec les Québécois. On réagit juste quand ça nous pète en pleine face. Quand les choses sont évidentes, quand les choses, on les voit venir, quand on essaie de les avertir, il y a un danger qui s'en vient, c'est encore lisse. C'est pas nouveau, c'est tout le temps de même ici. C'est tout le temps de même. Comment tu te sens dans la peau d'Éric? Éric, il ne nous montre jamais que ça file pas, dans le sens qu'il n'est pas content et ça va pas comme il veut. Là. Mais comment tu te sens de voir que c'est pas mal ça, le score du PCQ, c'est 10%. OK? Le score de Québec, là, dans le dernier, il y a eu une histoire. Mettons que c'est un peu plus haut à Québec, mais ça va être 4-5 députés, ça va finir là. Parce que tu l'as dit, la télévision a décidé de dire que ce gars-là, il est dangereux, c'est un parti de coucou, c'est un parti qui est comme été étiqueté, c'est un parti qui s'est... moi, ça m'est arrivé dans ma vie, je sais c'est quoi, là. C'est un parti qui a été toute son image a été déterminée par les journalistes, les chroniqueurs, les gens qui parlent à la télévision. Donc, l'identité du parti, elle a été décidée par ces gens-là. Donc, t'es comme pogné quelque chose, comme un restaurant qui manque son coup après les 2 premiers mois d'opération. Ouais, comment tu te sens, c'était Éric Duhem? Éric va te dire ce que je vais te dire sensiblement, puis il se sent pas mal là-dedans parce qu'il connaît son peuple québécois quand même. Présentement, il est heureux, lui-là. Honnêtement, il sait qu'on est dans le moment d'une élection qui compte pas vraiment à la base. Puis le positionnement du PCQ, c'est un long shot. Là. Tout le monde sait que c'est un long shot, ce parti-là. Là. Même Poilievre ne réussit pas à s'installer. Ouais, mais l'idée, c'est que ce que tu veux, en fait, là, c'est que la journée que les Québécois vont être prêts à faire un fuck you, là, tu veux que le parti soit là. Tu sais, il y a un temps où est-ce que l'ADQ, c'était ça le fuck you que les Québécois s'apprêtaient à faire. Si ton parti n'est pas en place, il n'existe pas, ça n'arrivera pas. Mais s'il est là, il est en attente, puis tout ça, puis à un moment donné, t'arrives une élection, les planètes s'alignent, puis les Québécois ont le goût de faire un fuck you pour vrai, là. Le parti va être là, puis il va en bénéficier. Mais on sait que ce parti-là va se faire élire dans ce mode-là.
Ça va être un gros fuck you à l'establishment. La journée que ce parti-là va vraiment se faire élire. Ça va-tu arriver un jour? Je sais pas. Les Québécois sont tellement pas sur le poste que la fenêtre où est-ce que ça peut se produire, c'est environ 45 jours aux 4 ans. C'est débile de même. Là. C'est débile de même au Québec. Fait que moi... mais je comprends ce point-là, mais il y a quand même quelque chose. Le parti au pouvoir dégringole. Partirait de 94 députés à 11 députés. OK, je comprends que le PCQ en ramasserait 4-5. Oui, mais c'est vraiment deux partis différents, la CAQ et le PQ. Pas vraiment. Pas vraiment, mais tu sais, de voir qu'à l'intérieur... Jerry en a parlé une couple de fois, puis tu l'as glissé un mot tantôt là-dessus. Les gens qui votent avec CAQ, dans les gens qui votent CAQ, incluant les gens plus âgés qui n'ont pas de tout aujourd'hui, puis qui se sacent de ce qu'ils vont laisser en partant, mais il y a quand même là-dedans beaucoup plus de conservateurs chez les Québécois qu'on pense qu'il y en a. Okay? Ah, ben oui. Le fond bleu existe au Québec pour de vrai. Là. Mais quand ils font un move puis qu'ils délaissent finalement celui qui les a maltraités pendant la COVID puis qui les gère mal au niveau économique, au lieu de dire, écoute, mettons qu'il y en aurait eu 1 sur 5 qui aurait décidé d'aller s'accomplir puis dire, moi, je suis un conservateur puis j'y vais avec le parti puis je dois donner, là, dans les sondages, on monte à 13, 14, 14,5, 15. Il y a un genre de petit feeling. Mais non, dans un écrasement, tu as raison, il y a un mélange qui se ressemble pas mal entre le PQ et la CAQ, on l'a toujours dit, la CAQ égale le PQ. Mais, moi, ça me décourage un peu. Mais pas d'Éric. Éric a des ajustements à faire à mes yeux, c'est clair. Mais je veux dire, c'est pas nécessairement le parti, c'est pas leurs idées, c'est les Québécois. Les Québécois sont... Oui. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, moi? En base aussi, c'est que tu as 5 partis politiques qui vont de 10 à 30 %. Grosso modo, c'est ça pareil. Tu sais, même le PQ, c'est pas des gros scores. Là. Ils ramassent pas... C'est même pas des scores à la Poilievre. Là. Fait que tu as 5 partis qui vont de 10 à 30 % dans des élections qu'on vote à 55 %. Fait que tu te rends compte qu'à un moment donné, pour gouverner le Québec, tu as besoin de quoi? 1,3 million de votes à peu près? C'est une population de 9 millions? Peut-être 1,6 million? Il faudrait checker. Mais tu es capable de gouverner le Québec avec 1,6 million de votes. C'est freakant un peu. Là. Oui. C'est le bout que je commence à trouver. Tu es capable d'avoir 70 députés avec 1,3 million de votes. Je commence à trouver ça tannant. Là. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai hâte que le ménage se fasse. Je veux dire, les boomers, branchez-vous. C'est-tu la CAQ ou la PQ, votre parti? Là? Prenez un des deux, mais Christy, on peut-tu enfermer un des deux? Puis les libéraux, là, je comprends l'ouest de l'île de Montréal, là, mais tabarnache, y a-tu moyen que vous considériez quelque chose d'autre, genre? Peut-être les conservateurs, justement. Là? Ben moi, le lendemain de l'élection, j'ai dit que le seul... Parce que je le voyais, l'histoire de 5, ça marche pas. Là. Le lendemain de l'élection, j'ai dit il faut que Éric Duhaime s'assoie avec le Parti libéral pour créer le Parti conservateur libéral. Je ne sais pas si ça va ensemble, là. Mais c'est pourquoi ça n'arrivera pas, Jeff? On finance les partis politiques avec le gouvernement. Ouais. Ils survivent. Le seul parti politique qui a de la misère financièrement, parce que c'est des estis de gauchistes à leur tête, c'est Québec solidaire. Ces clowns-là, avec des méga chèques du gouvernement, ils trouvent le moyen de manquer d'argent, d'être obligés d'emprunter 25 000 à leurs députés et à leurs membres. Ouais, ça, c'est l'enfer. Tu sais, on n'a pas le droit de donner 100$ à un parti politique, mais ils peuvent emprunter 25 000, par exemple. Ça tu as le droit de faire ça. C'est vraiment débile comme loi. Là. Ça en dit long sur, mettons, il y avait la gestion du Québec. Hein? Ben, Christy, ils sont même pas capables de financer leur propre parti. Mais tu regardes les finances de chacun des partis politiques. Crime. Un des partis politiques, by the way, qui va avoir le plus d'argent à la prochaine élection, c'est le PCQ. Là. C'est un des partis qui dépensent le moins. Et ils vont arriver avec un butin de guerre d'à peu près 4 millions à la prochaine élection. Ouais. Tu peux pas voir ces fusions-là. Pourquoi la CAQ et la DQ fusionnent à l'époque? Ben, la DQ se doit le cul. Elle doit 700 000. Puis elle regarde sa liste de donateurs, puis les donateurs... Ouais, c'était pas mal ça qui est arrivé. Oui, ils donnent plus d'argent, c'est fini. Mais Christy, présentement, on a étatisé les dons aux partis politiques. On a dit aux citoyens, vous pouvez donner 100$ maximum. Fait qu'on a tout étatisé par le nombre de votes que tu vas avoir. Fait que tant aussi longtemps que tu as des votes, tant que aussi longtemps que tu as 10, 12, 15% de votes qui rentrent, tu vas quand même avoir des centaines de milliers de dollars à dépenser chaque année. Il n'y aura jamais de fusion entre les partis. Présentement, une des raisons pourquoi tu as 5 partis politiques compétitifs, c'est les lois électorales qu'on a mis en place. Mm-hmm.
Le système canadien n'est pas fait pour avoir 5 partis. Tandis que si c'était du financement comme avant, faut que tu cours après ton cash, puis c'est là souvent que tu écrases. Ben, carrément. Ben oui. Les libéraux seraient morts, ça fait longtemps. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je vais te dire que j'ai un genre de petit... J'ai un creux, là. Je suis dans un creux. Je sais qu'on est à 2 ans et demi de l'élection. Mais les Québécois, ils me virent à l'envers, les Québécois. Ah, mais moi aussi. Les jeunes, de voir que 18-34 ans. Tu m'aurais dit 18-25 ans, je t'aurais dit, c'est un chiffre pas pire. 18-34 ans. 34 ans, là. À 32-33 ans, t'es rendu Québécois, là. OK? Puis on est à 40... Sais-tu? 44 des jeunes de 18-34 ans, même s'il y a 5 partis, c'est 1 sur 2 voterait pour GND et QS. Là. Ben, c'est quand la dernière crise économique majeure qu'on a eue? Ça fait longtemps. 2008? Ouais, on l'a-tu eu vraiment? Moi, c'est ça. Oh non, 2008. Ouais, non, on l'a eu quand même. Il y a eu 10 de chômage au Canada. 2008. Non, mais c'est parce que moi, je vis dans 2 places. Je comprends que si je compare au bord, on l'a pas ça eu. a fessé plus fort aux States. Vraiment? Ça a fessé plus fort aux States, mais on l'a eu quand même en 2008. L'électeur de 34 ans, en 2008, il avait quel âge? En 2008, donc, il y a quasiment... Il n'y a pas 20 ans de moins, mais il est pas mal bébé. Là. Il était ado. Là. Il votait pas. Tu sais, on a beaucoup de gens qui l'ont pas eu tough. Les 18-34 ans l'ont pas eu tough à date. On a la misère à s'acheter une maison. Ça commence à chigner un peu. Puis la vraie difficulté à acheter une maison est beaucoup moins grande au Québec qu'elle l'est en Ontario puis au BC. Ben, c'est sûr. Ben, Christy, c'est le Parti conservateur, c'est là qu'il lève beaucoup. C'est dur ici de lever parce que le constat est bon au Québec. Pas pour rien que le 18-34, il est à Québec solidaire. Le parti politique qui parle le plus d'accessibilité au logement présentement. Oui, mais les jeunes de 18-34 ans, ils veulent que ce soit le gouvernement qui paye les intérêts de leurs prêts. Là. Ben, il est où le contre-discours? Présentement, pour le 18-34 ans, l'enjeu numéro 1, c'est le logement. Oui. Québec solidaire l'a compris, parle juste de ça. À leur façon, clownesque. Ouais. OK? Ben, ça a l'air empoigné, le gars. Ben, ils sont à 44 % des sondages, puis c'est pas pour rien, parce qu'ils parlent de l'enjeu des 18-34 ans tout le temps. Ben, il faut avoir un contre-discours par rapport à ça. Éric Duhaime, là, mais il en parle pas souvent. Non. Puis, tu sais, en même temps, tu veux-tu juste le vote des 18-34, tu veux le vote de lui, tu veux le vote de lui, clientélisme, comme qu'on parlait tantôt. Québec solidaire joue une game de clientélisme. Mais on s'entend que la politique, je comprends qu'on est à 2 ans et demi de l'élection, mais Poilievre, peu importe qui, là, qu'on a vu du succès, Make America Great Again, ça prend juste un slogan puis quelque chose sur lequel tu frappes. Tu sais? Oui, exactement. Puis, faut que tu trouves une cible. Il est encore un peu tôt pour le provincial. Puis en fait, ce que tu vois, c'est que les péquistes sont déjà dans ce mode-là. En fait, les péquistes, eux autres, ils essayaient de sauver le parti. Oui, eux autres étaient souvent de mourir. Tu sais, je veux dire, le vrai scénario, là, c'était qu'il y avait juste Pascal Bérubé qui se faisait élire. Pascal, il allait luncher avec Legault. Oui. Deuxième bouteille de vin. Quel ministère tu veux? Ferme la switch. Terminé. C'était ça le plan. Ben, c'est sûr que c'était ça le plan. C'était ça le plan. Il y a une niaiseuse. Il y a une fille qui a ramassé un pamphlet. Là. Un carton, Christophe de carton. Puis là, PSPP, ben, il y a un bon ton, paraît bien, c'est un bon genre, c'est moins pouilleux un peu que GND, fait que il y a cet aspect-là du vote qui pogne, puis là, t'as la machine québécoise qui dit « Hey, on a de quoi ici? » Puis là, boum, le gros Québécois qui débarque, puis dit « Je pompe Plamondon, puis let's go. » Puis ça marche. Ils sont rendus premiers. Mais t'es là, comment tu fais pour prendre un parti politique qui était mort? Puis là, c'est tel un phénix, il renaît, mais là, il renaît pas. Calvaire, il va se ramasser premier ministre. Ben oui. Là, tu dis, man, on ligne Québec, là. Ah non, c'est... On ligne Québec. Ah non, je te le dis. Quand on vote, on est... Hey, on va avoir 41 députés du Bloc. Ça, c'est une autre affaire. Hey, thank you, Yann. Si vous avez besoin d'écouter Yann avec Frank sur les différentes plateformes de podcast, et si vous avez besoin de Yann pour des conseillers financiers, eh bien, c'est facile de le rejoindre. Même s'il me dit « Ah, pas trop, parce que j'ai trop d'ouvrages. » T'es correct, là? T'es correct? Bon, non, j'ai une de mes conseillères qui est revenue de congé de maternité. J'étais en train d'en former un autre. Fait que là, on va être 3 à temps plein. Genre 3 jeunes dans l'équipe pour absorber plus de clientèle. Fait que là, ça va bien. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et podcast avec Frank.
fait une pause sur le Prime et sur le Live. On revient là dans pas longtemps. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Le labo de Mr. White. Tiens, toi, le labo de Mr. White, on a quoi? Mr. White, aujourd'hui dans le lab? Ils ont posé la question, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai tellement d'affaires, puis c'est quasiment comme un lab à pizza. Okay. Tu sais, c'est comme une boîte à pizza, mais des affaires vraiment mélangées là-dedans. Mais je pense que je vais commencer par Yves-François Blanchette, à qui ils ont demandé de s'exprimer sur la caricature de Chapelot sur les Juifs la semaine passée qui a été cancellée. Okay. Et là, je veux te le faire entendre parce que je veux que vous évaluiez sa réponse. Je veux que vous me dites ce que vous pensez de sa réponse. OK, parfait. As-tu perdu sa job, Chapelot? Non, ben non. Ben, Guillaume a perdu sa job. Ah, je sais. OK. Donc, Chapelot, lui, il n'a pas perdu sa job. Juste pardon, mon oncle, on enlève la patente, tout est réglé. C'est extraordinaire, pareil. On aimerait ça que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Moi, j'aime pas que les gens perdent leur job pour des gaffes. Mais je veux dire, vu qu'il y en a qui les perdent, il faudrait que tout le monde les perde ou sinon, personne ne les perd. Puis tout le monde fait la même affaire, mais c'est pas le même que ça marche. Ou tolérer quelque chose de pas correct. Il y a la presse qui vient de s'excuser pour sa caricature de ce matin. Comment vous avez réagi en voyant cette caricature-là et est-ce que la presse fait bien de s'excuser? Ma première réaction a été de dire qu'un caricaturiste, c'est différent d'un journaliste, c'est différent d'un chroniqueur. C'est un exercice qui est davantage artistique et ça confère une encore plus grande liberté d'expression à un caricaturiste qu'à un citoyen moyen. Est-ce que je suis à l'aise avec le côté très cinglant de la caricature? Pas tant que ça. Mais s'il fallait qu'on ait le droit d'appeler les caricaturistes puis de les chicaner quand on n'aime pas les caricatures, j'aurais des ampoules sur l'oreille. Donc, tu me demandes la question, savoir comment je file avec ça. Ça, c'est le monsieur qui bloque beaucoup de monde. Oui, ça, c'est le monsieur qui bloque tout le monde, en fait. Je me demande s'il n'y en a pas bien. Je me demande comment est-ce qu'il en reste dans son compte qui ne sont pas bloqués. Ça n'existe pas, ce qu'il vient de dire là. En partant, là, je veux juste dire, c'est freakant un peu là, que c'est un chef de parti politique qui représente des millions de Québécois là, à Ottawa que je suis obligé de leur mettre sur le poste un peu. Là. Ça n'existe pas, ça, là. Lui, dans sa tête, il y a des citoyens qui ont plus... Lui, dans sa tête, OK? Allez-y avec ce qu'il vient de dire. Dans sa tête, tout dépendamment de ce que tu représentes dans la société, oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont plus de liberté d'expression que d'autres. Ça, c'est weird, là. Oh oui. Lui, il dit, le caricaturiste, il est au début. Ensuite, tu as le chroniqueur. Ensuite, tu as le journaliste. Puis après, tu as les citoyens. Donc ça, imaginez-vous, là, dans sa tête, imaginez-vous qu'est-ce qu'il pense. Ça veut dire que lui, il y a comme des groupes qui ont des droits. Donc là, ça veut dire que le gars qui fait des caricatures va te nommer un genre de gars, genre Flegg. Est-ce que Flegg, dans la tête de Yves-François Blanchette, Flegg, c'est le meilleur caricaturiste? OK? C'est le meilleur. C'est le meilleur. Tu le diras toi-même. Moi, je suis plus capable de le dire, ce maudit nom-là. Caricaturiste. Merci. OK? Donc, vois-tu, Jerry le dit pour moi, puis je ne vais pas leur dire. C'est le meilleur. Mais il est un gars qui fait des caricatures pirates. Oui, Flegg, il n'est pas tout à fait dans la bonne gang des... Est-ce que dans la tête de Yves-François Blanchette, est-ce qu'il a la même liberté d'expression que Chapelot? Non. Non, parce qu'il y a des sous-catégories de caricaturistes. T'es donc bien bon pour le dire. Ben, je l'ai pratiqué. Ben, t'es donc bien bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lui, ce qu'il comprend pas, là, c'est que la liberté d'expression est la même pour tout le monde. Il a pogné ça où, lui? Qu'il y a des gens qui ont plus de liberté d'expression que d'autres. Hey, ça en dit long sur le gars, hein? Jerry, je sais pas si tu vois la même chose que moi, là. Ben là, l'affaire, c'est que tu as, justement, là, lui, il dit,
tu as des journalistes, mais eux autres, c'est plus de l'art. C'est-à-dire, c'est pas réellement des journalistes, c'est plus du côté artistique. Ils ont comme un petit break. Mais comme on vient de dire, même si c'est de l'art, il y a des catégories dans l'art, des catégories d'artistes. Oui. Mais ça devient compliqué, la patente, là. Moi, je pensais qu'on était pas mal tout le monde dans la même patente, là. On était tous un peu sur le même pied d'égalité. Non, on n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est ça. Capoté. Autre chose, Mr. White. On va y aller maintenant avec un gars, écoute, je ne sais même pas comment prononcer son nom. Moi, je dirais Piotr Tolstoï. OK. Ça ressemble, d'après ce qui est écrit là, ça ressemble pas mal. Ouais, je dirais ça, Piotr Tolstoï. Ça, c'est l'arrière-petit-fils de Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, lui, c'est un très grand dramaturge russe, là. Oui. Puis lui, maintenant, il est rendu à la Douma. La Douma, c'est le Parlement russe. Puis il n'est pas juste à la Douma, c'est le président de la Douma. Donc, il est assez haut placé dans le gouvernement de Poutine. Et lui, pour une raison que j'ignore, il parle très bien français. Et il y a un journaliste français qui est allé en Russie et il l'a questionné. Puis il l'a questionné sur les relations russes-France. Ça n'a pas rapport avec ce qui s'est passé en 20 semaines. Non, parce que ça s'est passé un peu avant cette entrevue-là. Ça s'est passé la semaine passée, mais avant les attentats. Donc, ça n'a pas rapport aux attentats, mais il l'a quand même questionné sur les relations russes-françaises. Et je rappelle que le gars est un haut placé du gouvernement de Poutine. Donc, il connaît très bien Poutine, puis il parle possiblement quotidiennement. Ça fait qu'on l'écoute sur ce qu'il avait à dire sur les relations russo-françaises. Bonjour Jérémy, enchanté. Enchanté, c'est un bon endroit pour se rencontrer, c'est un bon endroit. Oui, on a le Kremlin derrière nous, on a le temps seulement. Il n'y a pas de soleil, mais bon. Bon, ici, c'est presque aussi romantique que l'histoire de nos relations Russie-France. C'est deux pays qui se connaissent bien, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Tolstoï, qui a écrit Guerre et Paix. Ouais. Donc, ces relations faites de haut et de bas, vous en savez quelque chose? Vous savez, les Russes sont toujours mécontents que dans la Guerre et la Paix, les premiers 10 pages, c'est en français. Ils disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va plus entre la France et la Russie? Pourquoi ça ne marche plus? Ça ne marche plus parce que les Français ont pensé qu'ils ont droit de donner des leçons à des Russes. Après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Ils ont oublié l'histoire de l'Europe, l'histoire du continent. Et je parle non seulement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la dernière guerre, par exemple. Aujourd'hui, quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils à Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. C'est tout. Wow! Ça a fait, les Français, ils ont joué ça dans les médias la semaine passée à tour de bras. Wow! Et, wow! Et je suis en train de te dire, j'ai envie de te dire qu'il y a pas mal raison, pas mal. Oh oui, dis là. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Il a trouvé une façon de dire ça va mal finir dans son expression à lui. Là. Wow. Il donne une petite claque à Macron en fin. Là. Il dit c'est pas Macron qui va aller chercher en plus. Là. Lui, il va regarde, en tout cas, c'est assez clair. moi, j'aime ça. Quand c'est clair, j'aime quand c'est clair, même si ça fait mal. Mais c'est ça. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Là. Les soldats français vont arriver ici. Ça va faire comme quand ils se sont tenus contre les nazis. Ça n'a pas duré. L'histoire a été dure avec les Français pour leur relation avec les... Il y avait beaucoup de vin et des Françaises et des jeunes femmes là-dedans. Mais regardez, ça n'a pas toffé. Et les Russes ont toffé face au nazisme et ils ont gagné à la fin. Parce qu'on pense toujours que c'est les Américains, hein, puis c'est les Canadiens. Mais on oublie que l'autre bord, il y avait les Russes aussi. Là. Il y avait deux fronts. Là. Il y avait deux côtés. Là. Mais l'histoire de donneur de leçons, on sait très bien c'est quoi. On se fait, dans notre société d'aujourd'hui, même parmi nous, il y a des gens, il y a des donneurs. Les donneurs de leçons, ça, c'est un des grands problèmes de l'ère moderne.
Ça, c'est un grand. C'est exactement comment fonctionnent les Greens, c'est exactement comment fonctionnent certaines sociétés. Ça donne des leçons, ça passe. Il a raison, là. Le côté snob, on est meilleur, on a gagné, maintenant on est en position de vous donner la leçon. À partir d'aujourd'hui, vous nous écoutez, vous dire de quoi? Avec un peuple fier, ça marche pas, ça, là. Puis les Russes, que vous aimez, les Russes, c'est pas important. C'est un peuple qui est fier. C'est pas vrai que les Français vont arriver de haut avec leurs grands affaires puis vont leur dire comment fonctionner. Ça n'arrivera jamais. Les Russes sont fiers. C'est du monde qui transpire la confiance, que vous soyez d'accord ou non. Et Poutine, c'est pas un président woke, là. Non. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui se posent la question, d'ailleurs, comment ça que Poutine est si populaire avec une frange de monde? C'est carrément ça, là. C'est carrément relié au genre de gars qu'il est et les valeurs qu'il défend. Puis ça, là, il va falloir que le monde comprenne que, OK, c'est peut-être l'ère du wokisme, mais les gens doivent comprendre que dans la population, il y a encore du monde qui ont leurs affaires, qui ont leurs mots à dire. Il y a encore du monde qui ne sont pas à l'aise avec la société dans laquelle on vit, ce qu'on est devenu comme société. Il y a des gens qui se disent « Hey, moi, là, c'est pas du tout mes valeurs, c'est pas du tout le genre de société que je rêvais de voir grandir. » Mais ça, là, je veux dire, aux yeux de ceux, justement, des donneurs de leçons, de voir que ces gens-là, des fois, ils ont une attirance vers des gens qu'eux n'aiment pas, de par, justement, parce que pas compatible, il y a une incompatibilité de base. Ben, je veux dire, c'est pas de prendre pour la Russie dans une guerre. C'est pas de se questionner est-ce que le dirigeant a raison d'envahir son voisin. Puis là, après ça, dire hey, lui, c'est pro-russe. Oui, gars, il est pro. Mais c'est pas une question de ça. C'est plus large que ça. Là. Le monde dans lequel on vit, les relations qu'on a avec les gens qu'on voit dans le day-to-day, dans les médias, tu sais, on est là-dedans aujourd'hui. Là. Avant, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, on a accès au monde entier. Et on peut regarder quelqu'un et dire « Hey, lui, je suis à l'aise avec comment il dirige sa place, les valeurs qu'il défend, etc., etc., etc. » Ça ne veut pas dire que toutes les décisions qu'il prend, tu y vas mur à mur. Ce n'est pas du fanatisme. C'est de dire « Je suis plus à l'aise avec des gens. » Et c'est exactement ce qui arrive avec Poutine. On en a fait un débat Ukraine-Russie, mais c'est bien plus un débat woke versus non woke, versus des valeurs plus traditionnelles que des valeurs flyées comme nos sociétés sont devenues puis que nos sociétés défendent aujourd'hui. Donc, c'est ça l'attrait de la Russie. Tu sais, plein de monde se questionne. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ça a parti avant la guerre, l'histoire de la Russie. C'est comme un choc de civilisation, je dirais. Oui, c'est ça qu'on a. C'est carrément ce qu'on a. Tu sais, moi, je connais plein de Québécois, puis je connais des gens d'ailleurs qui ont plus de points en commun avec Poutine qu'avec Trudeau. Et il n'y a pas de comparaison possible. Moi, j'ai aucun point. Moi, j'ai aucun point avec Trudeau. Avec Trudeau, là. C'est dur. Zéro. J'en ai pas, là. Le seul point que j'ai avec lui, c'est que il est québécois. C'est possible, c'est la seule affaire. Il est né au Québec, comme moi. Excluons pour qu'on comprenne bien. Parce que la guerre, ça a comme fait dérailler du monde. Enlevez la guerre. Mettez-vous avant la guerre. OK? Il n'y a pas d'invasion encore. Il n'y a rien de mal à dire moi, je suis plus confortable avec un leadership de ce que je connais, de Poutine, que de Trudeau. Tu comprends? Oui. Mais il n'y a rien de mal à ça. C'est parce que, comme tu dis, c'est un choc de l'ADN de notre culture, de notre société d'aujourd'hui, avec laquelle on est plus à l'aise. Ça, je veux dire, c'est pas nous autres qui l'a demandé en passant. C'est pas le monde ordinaire ou le monde normal qui ont changé tant que ça. Là. C'est les dirigeants et c'est les médias, c'est les groupes qui ont tout fait dérailler notre société. Après ça, que les gens soient perdus et qu'ils ne s'identifient plus avec aucun leader que nous avons, c'est pas le problème de Poutine. Là. C'est le problème à nous. Là. C'est notre problème de notre côté à nous. Là, je sais qu'il y en a qui écoutent présentement puis qui se disent ben voyons, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Poutine, c'est une dictature, puis nous autres, on est dans une démocratie. Vous avez raison.
Mais moi, je vois l'affaire autrement. Imaginez qu'on est envahi... Une dictature. Il y a quand même eu des élections. Là. Non. Il y avait du monde dehors qui faisait 2 heures d'attente pour aller voter pour lui. Là. Non, je sais, mais moi, je te dis ce que le monde... Il y a sûrement du monde qui est en train de dire ça présentement. Mais moi, je le vois autrement. Imaginez qu'on est envahi par une autre civilisation qui n'est même pas, sur notre planète. Là. On est envahi par une autre civilisation. Qui est-ce que vous voulez qui soit le leader mondial qui va mener les armées de la Terre? Aimeriez-vous mieux que ce soit Poutine ou Trudeau? Ou Biden. Biden, non, mais c'est vrai. Si tu le mets dans cette optique-là, tu te dis, ben voyons, c'est évident que si on veut gagner, tu veux un alpha qui mène la patente douette. Écoute bien. Puis si ça lui fait de la peine, ça lui fera de la peine. C'est juste que ça me sac, moi. C'est ça. Ça va leur faire d'essayer d'attaquer quelqu'un parce qu'il se reconnaît plus dans le management de Poutine que dans le management de Trudeau. Moi, Trudeau, je le problème, il est bien plus sur celui qui tripe sur Trudeau que celui qui tripe sur Poutine. Je vois le vert. Je comprends. En parlant de ça, en parlant de démocratie poignassée, on a parlé passablement. On a parlé de l'histoire qui est arrivée. Si vous allez sur le Prime, on a parlé beaucoup de l'histoire qui est arrivée samedi. Moi, je vois un mélange CIA, Ukraine, puis l'histoire de ISIS. Je trouve ça un petit peu bizarre là-dedans, là, mais une chose est sûre, c'est que personne ne peut dire qu'est-ce qui est arrivé, qui a commandé ça. Là. On a les gens qui ont été pognés, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? C'est pas une signature très, très ISIS, et ça fait un peu les mains sales de la CIA. Beaucoup de monde craignent la CIA, donc on a parlé passablement en gang tantôt. Mais juste vous dire qu'on a parlé aussi de l'histoire un peu plus tôt dans le Prime. On a parlé de Trump qui devait livrer 454 millions de dollars. Aujourd'hui, par un pognassage démocratique assez évident, si vous voulez parler de démocratie versus les autocraties ou les patentes de même, là, ben regardez les États-Unis d'Amérique qui sont comme le symbole d'un des meilleurs systèmes politiques qu'il n'y a pas, et regardez-les comment on essaye d'éliminer quelqu'un qu'on ne veut pas avoir comme président. Les États-Unis d'Amérique, avec ce qu'ils font et les pressions qu'ils font, qui sont très douteuses sur Trump, c'est devenu quasiment une république de bananes quand on regarde ça. Et bien là, finalement, il a 10 jours pour non pas trouver 454 millions, mais il a 10 jours pour ramasser 175 millions de dollars. Le montant a été diminué pas mal. Donc, Trump aura à faire, en tout cas, il aura à sortir un lapin de son chapeau pour avoir cette liquidité-là. C'est surtout que le fond de pourquoi je mets cet argent-là n'a aucun rapport, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est juste pour vous dire que c'est les dernières nouvelles qui ont sorti dans les dernières minutes concernant Trump. Le fond de ça, c'est d'éliminer Trump pour pas qu'il soit président des États-Unis d'Amérique. N'oubliez pas ça. Là. Donc, si vous voulez entendre des gens qui font la leçon sur ce qui se passe dans certains pays du monde, regardons ce qui se passe chez nous. Regardons, entre autres, au Canada, avec le Bloc québécois qui supporte un des pires partis de l'histoire de la politique canadienne. Le chef du Bloc dit « Ah non, mais nous, quand il y aura des choses, là, s'il y a une mauvaise gestion qui arrive, on va l'abandonner. Là. Mais là, pour l'instant, tout va très bien. » Tout va très bien. C'est un des pires gouvernements qu'on a jamais eu au Canada. Un des pires gouvernements dans le monde entier qui est ridiculisé par le monde entier en ce moment. Et le Bloc québécois empêche les Canadiens de s'exprimer et d'aller voter puis de sacrer dehors Trudeau pour mettre Poilievre. Il y a de la magouille politique en ce moment pour empêcher les Canadiens d'exprimer leur volonté et de voir Trudeau partir. C'est unanime dans tous les sondages. Les Canadiens veulent le voir partir et les Canadiens veulent mettre Poilievre. Mais il y a une manigance politique. Donc, quand vous faites les grandes leçons sur ce qui se passe en politique ailleurs, puis que tout est pognassé, puis c'est plus ou moins... Alors, regardons chez nous avant. Là. Faisons le ménage de notre shed là, pour voir avant si toutes les affaires sont douettes. Regardons ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Puis après ça, on fera la leçon en Russie, puis tout dans ces pays-là, où que nous autres, on est sûr que les autres sont tous tout croche, puis nous autres, on est douettes. Ouais, pas sûr de ça, ben. Tu veux-tu aller au Parlement d'Ottawa pour entendre une coupe d'affaires parce que Poilievre a fait un genre de... moi, j'ai marqué « Détruit Trudeau » carrément parce que là, ça parlait de la taxe carbone
Et là, Trudeau a fait un genre de sortie et Poilievre, il a répondu, puis il a tellement bien répondu, on l'écoute. An election on the price on pollution? We had 3, Mr. Speaker, and we won them all. Wow. Then he shouldn't be afraid to have one more. This is a prime minister who has doubled housing costs. He sent 2 million people lining up at food banks, 8,000 joining a Facebook group learning how they can eat a meal out of a dumpster. And now his best solution is to hike the tax on their heat, on their homes, on their fuel, on their food. If he really believes in it, why doesn't he call a carbon tax election now? Tiens, toi, Bing Bang. Ah oui, il dit, tu as gagné des élections là-dessus, ben retourne-y. C'était le bon moment d'y retourner. Il y a quelque chose de dans notre système, avec le gouvernement minoritaire, de voir, tu sais, quand, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. On veut plus le voir, on veut plus l'entendre, on veut plus le subir. Les Canadiens sont clairs, tous les sondages le montrent depuis 1 an. C'est une des plus grandes victoires qui va arriver, celle de Poilievre. Depuis, dans l'histoire récente, on n'aura jamais vu ça. Avec 4-5 partis, de voir que Poilievre risque d'aller chercher quasiment la moitié du vote des Canadiens. On n'a jamais vu ça. Il y a quelque chose de... Il y a vraiment quelque chose de tordu dans la démocratie canadienne de voir que le NPD et le Bloc québécois sont en train de tenir au pouvoir un des gouvernements les plus haïs et détestés et les plus ridiculisés de l'histoire de la politique canadienne. C'est vraiment tordu. On met des... Quand les électeurs décident que c'est un gouvernement minoritaire, il y a une raison pour ça. C'est pas vrai que ce gouvernement-là, mauvais comme il est, devrait se rendre jusqu'au bout d'un mandat comme s'il était un gouvernement majoritaire. Il faut vraiment que les 2 partis qui sont les partis qui le tiennent au pouvoir soient pénalisés par les électeurs. Mais ne demandez pas aux Québécois de pénaliser les électeurs du Bloc. Les Québécois sont complètement fuckés avec un bulletin de vote. C'est vraiment, vraiment pathétique. On reste à Ottawa maintenant. Écoute, Véro Cloutier, elle a été citée au Parlement d'Ottawa. Sais-tu pourquoi? Non. Ah? La musique. La musique, hein? C'est la musique. Fait que, alors que les radios cherchent, tu sais, des radios traditionnelles cherchent à arrêter la fuite d'auditeurs, ils ont trouvé une solution pour les garder. On écoute ça, Jeff. Yes. On parle beaucoup de l'importance de sauver, protéger et promouvoir la chanson québécoise, mais ça prend plus que des paroles. Ça prend aussi de la musique. Et ça prend surtout des gens qui passent à l'action. Des gens comme Véronique Cloutier et l'équipe de Rouge FM qui ont décidé cette semaine que leur émission phare Véronique et les Fantastiques passait en mode 100% francophone. Bravo. Que de la musique en français sur les ondes durant l'émission du retour numéro 1 au pays selon Numéris. Ça, c'est un signal fort qui est envoyé à tout l'auditoire de Rouge FM, à toute la compétition, ainsi qu'à toute la population québécoise. Au nom du Bloc québécois, merci Véronique et les Fantastiques. Vous portez vraiment bien votre nom. Merci Véronique. Ça, dis-moi pas que c'est Martin Champoux, là. Écoute, je ne sais pas c'est quoi son nom. C'est Martin Champoux. C'est Martin Champoux. C'est le chum à Mike. OK. C'est le meilleur chum à mon chum Mike. Ah ben. Martin Champoux, c'est lui qui faisait les identifications de Énergie pendant des années de temps. Arrête. Ah oui, Martin Champoux, c'est un ancien gars de radio, là. Okay. Martin Champoux, quand il parle de même, il parle comme... Tu trouves pas qu'il parle comme un gars qui anime? On parle beaucoup de l'importance de sauver, protéger et promouvoir la chanson québécoise, mais ça prend plus que des paroles. Martin Champoux, là, les dernières affaires qu'il a faites, tu sais quoi qu'il faisait? Non. Il faisait les affaires de Kraft à TV. Là. OK. Ben, tu le remarques, là. Les bons, la mayonnaise Kraft. Sauver, protéger et promouvoir la chanson québécoise, mais ça prend plus que des paroles. Ça prend aussi de la musique. Et ça prend surtout des gens... Martin Champoux a fait de la radio. Il a-tu joué juste du français, lui, quand il en jouait? Véro, c'est parce qu'elle ne joue pas de musique. Là. Non, okay, plus que tu penses. Plus que je pense? Ah oui, oui. OK. Bon, donc, ben c'est ça qui est un peu étrange dans ce show-là, parce qu'il y a plein de monde autour, puis ça parle quasiment pas. Mais en tout cas, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Ça a peut-être changé. Regarde, tant mieux pour elle, ils font ce qu'ils veulent. Là. Non, je sais bien. Je trouve que stratégiquement... C'est une très, très drôle de décision, parce que moi, je sais, j'étais là-dedans. Là. C'est, le monde, ils ne veulent pas d'entendre de musique francophone. La preuve, allez sur, on le sait maintenant. Là. Je veux dire, si tu veux te faire mal, si ton but, c'est pas d'être numéro 1, puis elle a de la misère à être numéro 1. C'est malgré son nom, malgré son statut, c'est pas quelqu'un qui réussit à avoir le succès qu'elle devrait avoir à la radio.
ben c'est pas avec ça qu'elle va monter. Là. Elle va soit rester pareille ou elle va descendre. T'sais, ça vous montre que c'est pas le meilleur pif de médias et de radio au monde. Hein? Hey, ben voilà pour le live d'aujourd'hui. Première de la semaine, c'est fait. Hey, si vous voulez plus de lab de Mr. White, on a un autre 20 minutes sur Radio Pirate Prime. Ça vous tente de vous joindre à nous autres. On ne gêne pas, là. On va sur radiopirate.com. Il y a une semaine de gratuit. Il y a eu un petit bug la semaine passée ou il y a 2 semaines, donc c'est fait. Donc, allez vous inscrire. Puis, c'est ça. Donc, plus de Mr. White, plus de lab sur la version Prime d'aujourd'hui. Mon nom est Jeff Fillion. Au nom de Jerry et au nom de Mr. White, bien sûr. On vous en souhaite une bonne. On se reparle demain. See ya! The Revolution. Radiopirate.com